Ils ont de grandes danses et souvent des films tout pétés, mais il y en a des biens et pour les reconnaître, c'est simple, la musique fait tadam. Tadam, ta, 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 ta. Bref, c'est Allociné l'émission et aujourd'hui une émission un petit peu particulière puisqu'on parle des films de requins et ce sera en présence de deux invités qui ont beaucoup de talent, les frères Boukarma qui nous rejoindront en cours d'émission. Ils réalisent un film qui s'appelle L'année du requin, vous avez dû commencer à voir les affiches et la bande-annonce, ça sort le 3 août dans les salles, le premier film de requin français, messieurs dames, et donc ils seront avec nous pour à la fois parler du film avec Maximilien et parler du film de requin au sens large. Mais il est temps, avant de les accueillir, de faire le tour des formidables chroniqueurs et chroniqueuses qui sont avec moi pour cette émission et pas Menro qui est à la bourre, vous l'avez compris. Mais il va arriver en cours d'émission. Hein. On commence par Mégane. Comment ça va, Mégane ? Ça va très bien. Ça va très bien. Bah, écoute, ça va très bien. Très belle reprise. Hein, et, vraiment, je vois le retour. Il faut peut-être que tu te recentres. Ah. Oui. Menro est dans l'ascenseur. Alors, ne te recentre pas. Celle-là, il est dans l'ascenseur. C'est Mission Impossible, le truc qu'on va suivre en live. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, donc, journal à la fois des sorties et journal des sorties de l'été. Voilà. Oui. Parce qu'un été... Un été très chargé. Très chargé. Voilà, donc partez pas trop en vacances, parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Il y a des trucs à voir et Mégane vous en dira plus. De l'autre côté de la table, Maximilien qui vient avec son lot de news. Exactement. Dans son voilier. Je cherchais une métaphore maritime pour qu'on suive sur les requins. Pour le coup, le voilier n'est pas trop chargé cette semaine. Voilà, ça va aller. très bien. Donc ça nous permettra de parler plus longuement de requins. Voilà. Et puis notre ami Genius, qui, fidèle à son habitude, va régaler. Je vais régaler. Mais il va également nous parler de la LFL. LFL Prix Days avec Marie Clary. J'ai rien compris. NFL Prixtel Days. Voilà, là j'ai toujours pas compris. Prixtel Days. Avec Marie Clary qui est responsable CGR Event en fin d'émission. Donc on va parler League of Legends. J'espère que vous avez révisé. Parce que les League of Legends déboulent au cinéma. Exactement. Et, ça c'est incroyable. Franchement c'est gros spectacle. Ça c'est incroyable. Avant que Menro nous rejoigne, avant de lancer les news, moi je voulais faire deux petites choses. Le premier, une info assez anecdotique mais rigolote. Est-ce que vous connaissez Jonathan Searle ? Vous connaissez pas forcément. Vous allez voir la photo s'afficher. Si on l'a en régie, c'est un policier. Est-ce que la photo arrive ? La photo arrive, normalement je l'ai sourcée. Voilà. Jonathan Searle, il ressemble à ça. Vous ne le connaissez pas forcément parce que vous l'avez connu petit. Ça c'était, vous allez voir la photo enfant dans le film Les Dents de la Mer, parce que c'était lui qui faisait la blague. C'est le requin. Voilà, c'est lui qui faisait l'aileron en carton-pâte dans Les Dents de la Mer. Voilà, c'est le petit gamin qui dit c'est pas moi, c'est mon frère. Et il s'avère que ce monsieur vient d'être élu shérif de la ville où s'est tourné Les Dents de la Mer. Mais non. Et c'est quand même exceptionnel comme destin. Marrant. Et en plus, ils font ça la veille de notre émission sur l'année du requin. C'est incroyable. Super sympa. Voilà, on a découvert ça hier soir dans la, je sais plus que le nom de la ville, mais le bled. Et donc ils ont une petite gazette locale et donc il vient d'être élu shérif local après avoir tourné gamin dans Les Dents de la Mer. Ça me semblait plutôt d'actualité. Le deuxième, avant d'accueillir Menro, c'était pour, on n'aura pas le temps de faire un coup de projo, mais je le fais quand même pour vous conseiller une lecture pour cet été si vous ne connaissez pas. J'ai découvert cette formidable BD qui s'appelle Imbattable. Je pense que la régie pourra vous montrer deux, trois captures et celle-là est la plus simple à comprendre puisqu'en gros Imbattable, comme son nom l'indique, est un super-héros, il est français et il n'est pas battable. Pourquoi ? Parce qu'il a des super pouvoirs de voir à travers les cases. Et donc en fait, il est tout le temps en train de s'aider lui-même. Donc en fait, c'est une espèce de paradoxe temporel perpétuel. Et c'est hyper malin en termes d'écriture. Et si vous connaissez pas, donc il n'y a pas vraiment de suspense puisqu'il n'est pas battable. Par contre, en termes de narration, c'est assez dingue. Dans le premier volume, il saute de case en case. Et puis dans le volume 2, notamment, il va rencontrer... il y a notamment toute une histoire avec quelqu'un qui marche à l'envers. Donc qui est un peu comme dans Tenet. Donc en fait, lui saute de case en case, mais il va tenter d'aider quelqu'un qui va dans le mauvais sens de la BD. Il y a un super méchant qui passe à travers les pages. Donc quand il fait un truc sur une page, en fait, pour voir le résultat de l'action, il faut tourner pour comprendre ce qui s'est passé de l'autre côté. D'accord. Et il a un allié qui, lui, en fait, arrive à jouer sur les échelles de distance. Donc en fait, s'il attrape une voiture de loin... c'est assez méta. Et voilà, c'est signé Pascal Jousselin, c'est assez génial, ça s'appelle Imbattable. C'est mon conseil de l'été. On lance les news. Menro prendra ma place. Le temps du jingle. Bravo. Oh là là. Quel pro. Bonjour, ça c'est absolument pas vu. C'est un spectacle de transformation incroyable. Après c'est toi. T'aurais dû faire ça. Et hop, je vais faire un drap et... Genius a une bonne idée si on tournait en fait à chaque rubrique.
On peut faire ça. Idée d'émission Peut-être l'année prochaine. Voilà. Ah ouais. Voilà. Comment ils vont aujourd'hui? Et bah alors lui. Ils vont bien. Bah Bah, écoute, tu nous as manqué pendant ces 2-3 Bah minutes. ouais, je suis désolé, une réunion qui s'est éternisée et là c'est le drame, la dernière de l'année. Je suis un très mauvais exemple. Merci beaucoup à monsieur le rédacteur en chef. Je t'en prie, c'est un Comme ça j'ai pu le placer Il a été excellent. pour ce On a stop. tout dit, on a fait émission un peu particulière, Voilà. on a fait le sommaire, on a tout fait. On a parlé de l'ascenseur également aussi. T'as lu mon petit machin là? Le machin est fait, tout est fait. Mon petit match. Et t'as fait ta. J'ai bien fait comme ça. Ah, l'émission est terminée d'ailleurs, c'est bon, on a fait les C'est sorties, génial. on a fait LFL, c'est bon. Bon bah salut. Bonnes vacances à vous. Bonnes vacances. Tu vas où pour les vacances? Bon, allez. On enchaîne, c'est les news, on l'a vu. Et on commence aujourd'hui avec un retour qui se confirme du côté de Marvel. Oui, exactement. Ce que vous saviez, vous avez vu il y a quelques temps que donc, les séries Marvel produites par Netflix ont quitté la plateforme et viennent d'arriver sur Disney+. Je pense notamment aux séries comme Daredevil. On a vu que Daredevil était revenu il y a très peu de temps dans un film du MCU que je ne vais pas citer au cas où quelqu'un qui nous regarde ne l'ait pas encore vu. Je n'ai pas encore vu Spider-Man. Voilà, exactement. Lequel, je ne sais pas. Voilà. Mais, et donc, du coup, en fait, le retour de Charlie Cox en Daredevil se confirme un petit peu plus aujourd'hui, puisqu'on apprend qu'il va jouer dans une série pour Disney+, qui n'est pas la série Daredevil, qui apparemment, elle aussi, est en chantier. C'est une série qui s'appelle Echo, qui est en fait un spin-off de Hawkeye centré sur la super-héroïne sourde qu'on voyait, qui est jouée par Alaqua Cox, qui n'a rien à voir avec Charlie Cox, l'interprète de Daredevil, mais c'est assez rigolo d'avoir ces deux acteurs-là au générique. Alors il n'est pas le seul à en revenir si j'ai bien compris. Non, on aura également le Caïd, qui est joué par Vincent D'Onofrio, qui jouait dans Daredevil et qui était revenu dans Yo, Hawkeye. fini. C'était le premier acteur des séries de Marvel Netflix à avoir fait son retour. Et donc il viendra aussi également donc, pour retrouver Daredevil. Et ce qui se dit pour l'instant sur la série, c'est que Daredevil sera là et qu'il sera à la recherche d'une certaine personne qui serait Jessica Jones, qui elle aussi avait sa propre série et dont le retour sera en train de se dessiner également sur Disney+. Est-ce que pour tout ça il y a une date, un truc, même si c'est vague? Non, là, s'ils en sont vraiment au moment de caster, c'est que ça va se tourner bientôt, donc ça veut dire 2023. De toute façon, il y a largement de quoi faire jusqu'à la fin de l'année côté Marvel et sur Disney+, donc je pense pas avant 2023. Alors, petite question, vous, le retour de tous ces personnages tirés des séries Netflix, ça vous en touche une sans faire bouger l'autre? Non, non. C'est Moi, plutôt un truc cool. Moi, je trouve ça plutôt cool parce que les séries Marvel de Netflix c'était vraiment très très bien, très quali, beaucoup plus mature et beaucoup plus trash et dure et violente que les séries Marvel qu'on a en ce moment. Donc moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle, ça apporte autre chose. Et je crois qu'il y a même des rumeurs aussi qui disent que Daredevil il serait peut-être dans She-Hulk, comme ils sont tous les deux avocats. Ouais. Ça pourrait être sympa de les voir en tandem dans cette série. Donc non, moi je suis très contente. Et si en plus il y a une série Daredevil, enfin je sais pas si ce sera un reboot ou une suite, je ne sais rien. Peut-être plus une suite, ça pourrait être pas mal. Et puis pareil, Jessica Jones, c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc qui a des choses intéressantes à raconter. Donc ça peut être sympa. Si les séries viennent d'arriver sur Disney+, ce serait peut-être plus une suite qu'un reboot. C'est ça, en fait. Ils n'avaient pas récupéré les droits, ils seraient repartis de zéro. Moi je suis assez d'accord sur les séries que tu cites, Daredevil et Oui, Jessica tout n'est Jones. pas à garder. Punisher Genre, aussi. on garderait Mais par pas contre, Iron Iron Fist. Fist, c'est tout, Oui. En fait, c'est horrible. Ouais. Par contre, Punisher, c'est la famille. Moi, je suis Ouais. fan absolu. Jean Bertal. Franchement, j'ai re-regardé tout. Frank Castle, John Bertal, fabuleux. Oui, ça, J'attends c'était très bien. la rumeur d'une troisième saison. Non, il y a eu 2 saisons, une troisième saison. Deux saisons, ouais. Il y a 2 saisons, donc je sais pas si ça va reprendre. Je sais que John Bertal, il est plutôt pour, donc voilà, j'ai hâte de voir. Mais franchement, Punisher, je me suis régalé de fou. C'est la dernière de la saison. Oui. Et il a vu un truc Marvel. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est la vidéo. première fois Oui, mais c'est depuis le sur début de la Netflix. saison que tu fais ouais, je peux Ouais. vous en parler, ouais. Mais j'aime les trucs Marvel. J'ai aimé Shang-Chi et Black Panther. Moi, je l'ai- Alors on a eu des retours, mais il y a aussi des départs, toujours chez Marvel. Oui, parce qu'il n'y a pas que chez Claude François que ça s'en va et ça revient. Alors là, Oh c'est là, pas vraiment. putain, ça un- me plaît, ça. Oui, on est un petit peu sur nostalgie également aujourd'hui. Là, en fait, c'est pas tant un départ que la 8e confirmation, je pense, du fait que cet acteur ne reprendra pas son rôle. Il s'agit de Chris Evans, qui donc, pour la 8e fois, a confirmé qu'il ne reviendrait pas en Captain America. En fait, il a répondu à un tweet du média Hollywood Reporter qui disait « On ne sait toujours pas qui va jouer Captain America ». Chris Evans a tout simplement répondu Sam Wilson et Captain America. Sam Wilson, c'était le Faucon. On l'a vu devenir officiellement Captain America à la fin de la série Faucon et le Soldat de l'hiver. Et on sait qu'il y avait un 4e film en préparation avec cet acteur-là. Donc, je pense que cette fois-ci, c'est clair. Alors justement, tu as eu quelques nouvelles sur ce nouveau film? Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on pensait le truc bien avancé, mais le film n'avait pas de réalisateur. Il en a désormais un qui s'appelle Julius Ona, qu'on connaît parce que c'est à lui qu'on devait le film The Cloverfield Paradox, qui certes était raté, mais qui avait fait qui avait fait beaucoup de bruit en fait au moment de sa mise en ligne, puisque
Il était présenté au Super Bowl, il y avait un spot TV, et à la fin du spot TV, il était marqué « Le film est disponible dès maintenant sur Netflix ». Donc il y a eu cette petite révolution en termes de marketing et de mise en ligne. D'ailleurs, Captain America 4 est disponible, pas du tout. Ouais, exactement, depuis hier sur Disney+. Non, donc voilà, au moins il y a un réalisateur qui est attaché au projet, et ça devrait avancer sous peu. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est un départ pour Chris Evans ou c'est juste encore une fois histoire de pas éventer un secret que tout le monde sait que... Moi j'aimerais bien que ça reste un vrai départ, Oui, parce ce que serait son bien, arc ouais. narratif était tellement bien terminé que ce serait dommage de le faire revenir juste pour du fanservice gratuit. Megan, Non, ce serait bien, faut arrêter. pareil. On a Ouais. dit au revoir à Ouais, Iron je- Man, on dit au revoir à Captain America. Ouais, c'est c'est ça, bon. je pense qu'ils en sont même eux-mêmes conscients que s'ils Oui. doivent revenir, c'est pour raconter un truc. Si c'est juste pour dire il est là sur les photos de promo, sur les affiches et machin, et comme vous dites, les arcs de Tony Stark et de Steve Rogers, ils sont terminés. Et en plus, à chaque fois, c'était un bel arc, quoi. Mm. Donc il n'y a pas de raison qu'ils reviennent. Et puis du côté de Captain America, ce serait très bizarre le message envoyé, c'est-à-dire qu'ils ont mis un nouveau personnage Captain. noir, un nouveau Captain America, c'est Mm. pour faire revenir l'original. Ouais. Ça C'est un peu invaliderait étrange. la Ouais, c'est ça. passation. enfin, S'il doit c'est- revenir, ce sera plutôt à la fin, enfin dans des, enfin voilà, mais pas là en tout cas. Bah non, ce serait un peu trop. On enchaîne avec des infos du Comic Con. Oui, voilà, donc on en avait parlé déjà il y a quelques semaines. Donc le Comic Con qui, depuis la pandémie, avait un peu perdu de sa superbe, alors que c'était quand même le plus gros événement lié à la pop culture dans le monde. Donc qui se passe à San Diego tous les étés. Cette fois-ci, donc, ça se repasse de nouveau en présentiel. On savait que Marvel serait présent pour un panel, mais on sait maintenant que DC sera également de la partie, avec 2 films qui sont les 2 prochains films de DC pour l'année 2022, à savoir Black Adam avec Dwayne Johnson et Shazam avec Zachary Levi, qui sont 2 films liés l'un à l'autre, puisque dans les comic books, Black Adam est le pire ennemi de Shazam. C'est un peu pas son double maléfique, mais c'est-à-dire qu'ils ont hérité du même type de pouvoir, sauf qu'il y en a un qui a dérapé avec Black Adam et l'autre est devenu sympathique, Shazam. Vous les avez vus les deux, enfin le premier. Black Adam, non. Mais le premier Shazam et tout ça, vous avez ouais. C'est- Sympathique, C'était sympathique. sympa, Extrêmement bah, sympathique. Très Ouais. sympathique, Ouais. ouais. Bah, c'est un peu. Il y avait un petit côté film de Noël, un Mhm. peu, et puis il y avait un côté. Tu sais, bah, l'influence majeure, c'était les films du style Big, qui étaient en plus, il y avait une référence énorme. C'est en fait les ados qui se retrouvent dans des corps d'adultes. Et après, non, c'était un film beaucoup plus modeste quand même, par rapport à tout ce que peuvent être les très gros films de super-héros de DC, type Justice League, Batman v Superman. C'était un film qui était beaucoup plus modeste et qui était C'était une bonne vraiment surprise. On l'attend l'attendait pas. Mm. Bah, c'est ça. Voilà, et en final, c'était. Et, c'était une bonne et beaucoup plus digeste que Ouais. Batman versus Superman Bah, il était et beaucoup compagnie. plus, C'est-à-dire il était que à voir. t'as récent, une ouais. histoire à hauteur Oui, oui. d'hommes, mais de Ouais. super-hommes, mais d'hommes. Et de Et, films de famille en plus. C'est pas moche, avance, on comprend ce qui se passe. ça Il y a- bon. il y a Ça pas un- joue- et ça joue bien. Ça joue bien, ouais. Je sais plus s'il y avait un méchant en CGI, mais ça m'avait pas marqué. Il y avait quelques petits Pas monstres plus qui que- étaient pas les plans Pas principaux. plus que lié Justice League. Du coup, sur le panel, on devrait avoir Dwayne Johnson prêt en physique, tu penses? Bah oui, je pense que ça va être ça aussi le gros événement. En fait, c'est au-delà du fait que les gros studios sont de retour. Normalement, leurs stars sont là. Et là, si tu parles de Black Adam, bah forcément, Dwayne Johnson va faire une arrivée au Comic Con, peut-être en costume Oh là, incroyable. de Il Black a- Adam. C'est Peut-être trop, hein. comme sur la C'est photo, trop. parce que là, C'est jamais trop pour The Rock. C'est vrai. Pour Dwayne, pour Mais, elle est belle. ça va peut-être être presque plus événementiel que ce qu'ils vont présenter, parce qu'on sait qu'il y a déjà eu une bande-annonce, peut-être qu'il va y en avoir une deuxième, voire un extrait, mais on sait que Dwayne Johnson va venir faire le show, et c'est la première fois qu'il fera le show pour un film de super-héros. Donc, forcément, ils vont mettre les formes. Il a des veines, c'est des cordes. Ah ouais, non, Tu mais- peux grimper avec. J'avoue, tu peux t'accrocher. C'est vrai qu'il a des. Est-ce qu'on sait s'il y aura par contre notre DC Fandom cette année? Alors, pour l'instant, non, et j'ai envie de dire que, a priori, c'est mal barré, parce que le DC Fandom, donc c'était la convention spéciale DC Remplacer, qui avait remplacé le Comic-Con. Parce qu'en fait, plutôt que d'aller dans un Comic-Con virtuel où on savait que l'intérêt était quand même beaucoup plus limité, pendant 2 années de suite, DC avait organisé dans ce qu'ils appellent leur Fandom. C'était vraiment un immense événement sur 24 heures où ils faisaient des panels consacrés à tous leurs films et séries et même jeux vidéo à venir. Les 2 premières années, c'était fin août et mi-octobre. Là, si on n'a pas eu de nouvelles, je pense qu'il n'y en aura pas. Ou alors un peu plus tard dans l'année, peut-être début d'année prochaine. Et c'est peut-être pour ça qu'ils vont faire un saut au Comic-Con de San Diego. Donc leur panel sera le samedi 23 juillet aux États-Unis, le même jour que Marvel, mais pour nous, ce sera peut-être plutôt dans la nuit du 23 au 24. Alors, tant que tu es dans les dates, est-ce qu'on a des dates pour ces 2 films? Bien par sûr, contre, alors s'il te Black plaît Adam sortira ensuite, si les dates ne bougent pas encore une fois, le 19 octobre en France. Et Shazam 2 sortira le 21 décembre en France également. Merci beaucoup. On va terminer avec une news un petit peu sympathique.
surtout Oui. pour moi, en tout cas. Alors qui n'est pas la news annulée renouvelée, parce Et qu'il non. n'y a pas assez de matière, c'est encore mieux que ça. C'est un teaser trailer pour teaser le trailer. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que jeudi, le 14 juillet, jour férié, il n'y aura pas que le feu d'artifice en France, il y aura également la première grosse bande-annonce de la série Le Seigneur des Anneaux qui est attendue après le 2 septembre jour de Romain. sur Amazon. Exactement. La main rodée. Ce sera Ce sera vraiment férié, quoi. Donc on aura cette nouvelle bande-annonce et elle a été annoncée par un petit teaser qui d'abord était mis en ligne uniquement pour les abonnés de Prime Video et qui très vite en fait a été mis en ligne pour tout le monde. Donc c'est une petite minute qui donne un aperçu de ce que sera la bande-annonce de la série et évidemment la série. Je suis tombé dessus, tu sais, je fais, et je fais, mais on n'est pas septembre. Avant, je fais, putain, c'est déjà, il y a spoil. J'ai failli t'appeler, je fais Romain. Est-ce que ces quelques images vous ont plutôt convaincu ou vous êtes quel est votre état d'esprit par rapport à la série Alors on sait que Megan n'est pas fan de l'univers, mais Johan peut-être. Moi, je suis très fan de l'univers et sans faire le. J'ai vu pas mal de gens, je sais pas, qui râlent. En fait, c'est la photo pour l'instant je suis pas convaincu par la photo. J'ai peur d'être dans une production sci-fi. Tu as dit que c'est Ça pas me fait assez, pas assez crade. Attends, production sci-fi, c'est... Ouais. Mais avec un filtre streaming, je Oui. sais pas comment dire, un truc qui atténue le côté épique côté de tout réaliste ça. et crade. En fait, c'est la photo numérique qu'on a même Ouais. dans les films Marvel qui du coup Ouais. aplatissent un peu l'image. C'est ça qui me fait peur. Donc s'ils arrivent à gommer ça, ça s'annonce énorme normalement. Ça manque de grain, quoi. Ça manque C'est un ça. peu de C'est- grain, Elle l'aime peut-être. beaucoup Oui. mieux dit que moi. Ça manque de grain. Sci-Fi, la chaîne de télé Genius, Max, qu'est-ce qu'on en pense de votre côté? Moi j'aime bien le plan avec la météorite. Je me dis, ça se trouve, c'est le moyen ils vont trouver pour un peu montrer tous les peuples et tous les personnages d'un coup. Ça peut être assez Ouais. rigolo. Après, à voir, vraiment, je sais pas trop quoi penser de cette série pour l'instant. À part que, oui, si vraiment, parce qu'on sait qu'il y a un budget énorme, c'est 465 millions de dollars par saison. C'est le record total. C'est-à-dire que tu fais Ouais, 2 films Marvel avec ça, normalement. Donc, si les moyens ont bien été utilisés et si la photo est finalement mieux que ce qu'on a l'impression de voir pour l'instant, et si c'est bien raconté surtout, Mhm. Et là où Ça ça peut peut être être énorme, c'est si la météorite, c'est Dwayne Johnson. ah ouais. Il descend. Il y a un pour ça. crossover avec Ils vont avec teaser la le- ils Calame. vont Et teaser là, le on a un Comic-Con truc, avec ça. voilà, là, on a un truc pas mal. Là. Moi, je partage vos craintes. Hein. Vous savez que je suis très attaché à l'œuvre originale, donc plus encore à l'œuvre écrite qu'à l'œuvre cinématographique, même si j'aime bien la première trilogie de Jackson. Moi, je suis assez apeuré. Alors, c'est peut-être le mot est un peu trop fort, mais par le nombre de libertés prises versus le lore officiel. Et c'est ça qui me fait le plus peur, c'est de sortir totalement du cadre et qu'on sorte du légendaire de Tolkien. Toi, c'est pas la réal, c'est pas le rendu, c'est juste qu'on sorte vraiment, comme tu dis, toi, comme tu es fan absolu, comme tu dis, de l'œuvre, on prenne liberté totale plutôt que le rendu lui-même. Bah, Ça fait moins peur en tout cas. C'est déjà le Hobbit de Peter Jackson était par certains aspects beaucoup plus proche de Donjons et Dragons que de l'univers de la Terre du Milieu. Au milieu, ouais. Et pour moi, c'est déjà quelque chose qui était en dehors de la façon dont il aurait fallu le faire. Et du coup, là, je me pose beaucoup de questions parce que ils n'ont pas forcément tous les droits pour pouvoir adapter ça comme il faut. Donc c'est voilà, moi mes craintes sont Curieux, moi, je suis- essentiellement là. Écoutez, de toute façon, le trailer le 14, on Ah, sera voilà, plus là pour ouais. en parler. déjà. Mais on s'en Oui, reparle à la rentrée. c'était aussi évidemment. l'intérêt justement de l'avoir aujourd'hui. Après, ça va arriver vite, hein, puisque c'est 2 septembre. 2 septembre. Voilà, ouais, c'est et ça. il va y avoir, je pense, une espèce d'événement pendant l'été parce qu'ils ont déjà montré des images à des fans pour un peu convaincre ou prendre la température. Donc on sait qu'à un moment, il va falloir montrer les images, que Vendredi deux. Amazon joue gros dessus. Mais quoi. je pense qu'ils seront d'ailleurs eux aussi au Comic Con. Oui, normalement. Et- Oui, normalement, ils y seront. Ouais. On n'est pas à l'abri qu'ils présentent soit des extraits, soit le pilote. Ce qui est possible Ça, aussi. c'est possible aussi, ouais. Alors, qui vraiment, on n'aura que les réactions des fans sur place, mais c'est peut-être qu'ils vont prendre la température avec le Comic Con. Dans un autre univers beaucoup plus proche de nous, je vous propose d'accueillir nos invités, puisque nous avons Ludovic et Zoran Boukerma qui sont avec nous aujourd'hui pour parler du film L'année du requin. On se retrouve juste après le trailer et le jingle. À tout de suite. Bonjour Bernard. Et bonjour Bernard. 38 degrés ce matin à la pointe. Profitons de l'été tant qu'il est encore là pour aller poser nos culs sur la plage. Mamie, au Ruben, à midi, c'est Faritas. Génial. Vous êtes con. Oh, attends, à ton âge, avec la canicule, là, faut s'hydrater toutes les heures. Tes collègues, c'est des cons. Vous sentez pas? Je suis pas un expert, mais pour moi, ça sent la merde. Vous savez ce que je pense, les Parisiens. Ils puent, les Parisiens? Allez, grouille-toi, il y a des frites à midi.
4 mètres. Peut-être 5. Faut fermer les plages, Ruben. Je te laisse 1 semaine. Ils ont personne d'autre à la brigade? C'est baignade interdite, là! Oh, papy, t'es bouché ou quoi? J'ai un requin à attraper. C'est là qui pense, c'est là qui pense. Si on tue une espèce protégée, on va encore dire que l'écologie, c'est l'apanage des Verts. Depuis quand t'es écolo, toi, d'abord? Ça fait 25 ans que tu roules le diesel. T'es où, chacal? Il est là, je sens. Emmenez-moi, nom de Dieu! Oh, bah merci, le génie, hein! Retour plateau avec nos invités du jour, Ludovic et Zoran Boukerma. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous avoir avec nous pour parler donc de ce nouveau film, L'année du requin. De notre côté, je vais laisser Max peut-être faire un petit portrait et lead cette interview. Oui, assez rapide. Donc voilà, vous êtes réalisateur, scénariste et même monteur sur certains films. Vous êtes originaire du Lot-et-Garonne dans le sud-ouest, mais vous avez étudié le cinéma dans le 93 grâce à l'école de la Cité du cinéma de Luc Besson. C'est là notamment que vous avez rencontré Hugo Thomas et Marielle Gauthier, avec qui vous avez réalisé des courts-métrages, puis le film Willy Ier, donc votre premier long-métrage, qui a été sélectionné à l'Acide, qui est une section parallèle de Cannes en 2016, qui a reçu ensuite le prix du meilleur premier film au Festival de Deauville et que vous étiez même venu présenter dans les locaux d'Allociné. Exactement. Et ensuite, quelques années plus tard, en fait, vous passez à ce que j'appelle votre premier film en solo à deux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que vous deux sur la réalisation de Teddy, qui confirme à la fois votre tendresse pour les marginaux, pour le sud-ouest et pour les petites gens, et dans lequel on découvre un peu plus votre sens de l'humour et votre amour du film de genre, puisque Teddy, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film de loup-garou qui se passe dans le sud de la France. Et là, donc, vous récidivez cette année avec Les Dents de la Mer qui... non, pas Les Dents de la Mer, mais presque. L'année du requin. Vous avez fait ça aussi, je sais pas. Grand productif également. On leur doit E.T. 82 ans. Mais donc, L'année du requin qui, pour moi, est un croisement entre Les Dents de la Mer, Seven et Moby Dick, puisque, en fait, c'est l'histoire d'une gendarme marine qui est jouée par Marina Foïs, qui, à quelques jours de sa retraite, décide de plonger un peu pour mettre un terme à aux agissements d'un requin qui terrorise le bassin d'Arcachon, ce qui est quand même assez original. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai vu un petit peu toutes ces références, sachant que voilà, je cite toutes ces influences, mais ce qui est marquant et moi ce qui m'a plu aussi dans le film, c'est qu'on retrouve votre patte qu'on avait vu dans Teddy, ce mélange entre humour, drame et horreur, avec aussi un mélange d'acteurs professionnels et non professionnels et vraiment un vrai sens de la mise en scène. Ma première question étant donc, évidemment, parce que maintenant qu'on arrive... On retrouve leur nageoire plutôt que leur patte. Leur nageoire, exactement. Mais en fait, j'étais resté sur Teddy, en fait, c'est pour ça que je me suis dit, on retrouve la patte. Évidemment, L'année du requin, ce que Johan disait en introduction de l'émission, c'est que c'est le tout premier film de requin fait en France. Comment on en arrive là, en fait? Depuis quand vous aviez cette envie de vous jeter à l'eau, évidemment, parce qu'il y aura plein de jeux de mots dans cette émission et dans cette interview? Je crois que ça a commencé après notre premier long métrage, du coup celui qu'on a réalisé à 4 avec Hugo Thomas et Marielle Gauthier. C'était une comédie naturaliste sociale. Et avec Zoran, on a eu envie de revenir un peu à nos premières amours cinématographiques. C'est vrai que nous, on a baigné pour le coup dans le cinéma de genre quand on était petits. Notre mère était fan de Stephen King. Elle passait beaucoup de temps à nous lire les nouvelles de Stephen King et ses romans. Et ensuite à nous montrer toutes les adaptations possibles et imaginables de son boulot. Et du coup, nous, on était assez fans de ça. Même on regardait la série Les Contes de la Crypte aussi, pas mal en boucle. Et c'est des références qu'on n'assumait pas trop au début où on a commencé à faire des films. Parce qu'on se disait, bon, maintenant on fait des longs métrages, il faut être un peu sérieux, faut pas faire de films de genre. Et on a commencé à écrire un scénario après Willy Ier qu'on n'arrivait pas à développer. Du coup, on l'a un peu laissé de côté. Et on s'est dit, en fait, il faut qu'on s'amuse, faut qu'on retrouve un peu ce qu'on aime faire. Et on s'est dit, franchement, faisons un film de genre. Et la première idée qu'on a eue, c'était un film de requin, en fait. C'était vraiment la première idée qu'on a eue avant de faire Teddy. Finalement, le scénario de requin était un peu compliqué et long à écrire. Du coup, on l'a mis de côté pour faire Teddy. Parce que Teddy reflétait un peu plus l'actualité au moment où on l'a écrit. Vu que c'est une histoire de loup-garou, il y avait quand même tout un truc avec la radicalisation, etc. en France. Donc ça nous paraissait peut-être plus pertinent de faire un film de loup-garou à ce moment-là. Et ensuite, quand on a eu fini le montage de Teddy, il y a eu le confinement, il y a eu le Covid. Et là, on a repris le scénario du requin et on a trouvé l'angle d'attaque en fait qui nous intéressait. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un film de requin
qui puisse peut-être, alors vraiment en toile de fond, évoquer un peu ce qu'on vit avec le Covid, le côté un intrus arrive dans une région et fait que du coup on ferme les plages ou on ferme les magasins, etc. Et, voilà. Mais je me souviens que pendant le premier confinement, au moment où il y a eu des réouvertures un peu brusques, il y a eu beaucoup de mentions justement du maire dans Les Dents de la Mer. Est-ce que ça a été ça le déclic justement pour lier votre scénario à l'histoire du Covid? Oui, ça a été l'idée de représenter un peu la réaction d'une communauté face à un intrus qui arrive et qui fout un peu le bordel, quoi. Et c'est vrai que le requin, pour nous, fonctionnait bien en ce que c'est aussi un animal. Alors, le Covid, c'est pas exactement un animal, mais il y a un truc un peu de tueur aveugle, voilà, qui vient dans une communauté et qui cristallise un peu la colère des uns et des autres, quoi. Et Ludovic, tu disais que vous avez mis de côté toutes vos envies de films de genre. Est-ce que c'est parce que vous trouviez qu'à l'époque, faire du cinéma de genre en France, c'était un peu un gros mot? Ça venait même pas, ça nous est même pas venu à l'idée, ouais. C'est vrai que je pense que ça nous serait même pas venu à l'esprit. C'est vrai qu'on avait l'impression que c'était pas du tout faisable, qu'en France on faisait plutôt des films soit sociaux, soit des comédies, mais en tout cas le film de monstre comme nous on l'imaginait et ce qui nous plaisait quand on était enfant, on avait l'impression que c'était absolument impensable. Alors la figure du loup-garou et celle du requin nous paraissaient complètement impossibles en fait. Pour convaincre un producteur, on pensait que ce serait pas possible, quoi. Et quelle est la tête du producteur, d'un producteur français, quand vous lui dites « je veux faire un film de requin », c'est quoi la réaction initiale? Je pense qu'on a la chance d'avoir des producteurs qui sont quand même assez... qui nous suivent, quelles que soient nos petites folies. C'est vrai que sur Willy Premier, on avait, je crois, 22 ans quand on a envoyé le scénario à notre producteur. On n'avait jamais rien fait à part des films autoproduits. Et il nous a dit « bon, allons-y, je vous suis ». Donc déjà, c'était déjà assez incroyable. Et quand on est arrivé après, c'était 2 ans plus tard avec le scénario de Teddy en lui disant... on a envie de faire un film de loup-garou dans le sud-ouest. Directement, il nous a dit ok, allons-y. Sachant que ça reprenait aussi un petit peu l'univers de Willy Premier et le décalage, donc il nous a suivis. Et idem pour le film de requin. Je crois qu'ils ont aussi, ils font partie de ces producteurs qui ont envie un peu de produire des films différents, quoi. Je crois que depuis Grave de Julia Ducournau, il y a quand même un engouement pour le cinéma de genre, pour le coup, qui n'était pas encore là quand on a commencé nous à écrire justement des films de genre. C'est pour ça qu'on les a mis de côté. Mais je crois que maintenant il y a beaucoup de gens qui veulent faire du genre. Je pense qu'on se rend compte que ça plaît. Et puis il y a aussi une nouvelle génération de cinéastes qui a baigné un peu aussi dans des références un peu plurielles, quoi. Nous, on a grandi avec le cinéma de Spielberg, de Zemeckis, de Wes Craven. Et c'est un cinéma peut-être qu'on assume plus facilement. En tout cas, on assume plus facilement ces références-là. Ce qui est plus dur pour nous, je pense, quand on fait produire des films, c'est qu'on a un genre un peu hybride. C'est qu'on est à la fois du genre, à la fois de la comédie, un peu du drame, etc. Donc c'est peut-être plus compliqué vu que c'est pas une case précise. Je pense qu'on ferait du genre plus droit, ce serait peut-être plus simple. Et à quel moment ça se trouve cet équilibre justement entre les différents tons? Est-ce que c'est au montage, j'imagine? C'est en partie au montage. Je sais que alors nous, pour doser la comédie, on a un peu un stratagème de plateau où on fait plusieurs prises avec plusieurs intentions avec les acteurs. On leur fait faire plusieurs degrés de comédie. Comme ça, après nous, au montage, on a le choix de doser. On revisionne plusieurs fois et puis on voit très vite les endroits où il faut plus de comédie, les endroits où il en faut moins. Donc ça, c'est quand même un des stratagèmes qu'on a. Je crois que dès le départ aussi, après c'est que dès l'écriture, on a quand même cette envie de mélanger des genres, parce que c'est vrai que quand on s'est dit, tiens, on va faire un film de loup-garou en France, on n'avait pas envie de pasticher les films américains qu'on avait pu aimer quand on était enfant. Et la façon de faire se rencontrer en fait ces figures un peu américaines et le sud-ouest de la France, en fait, ça nous permet un peu de se différencier déjà de ces films-là, des films de référence qu'on peut avoir comme The Howling ou Le Loup-garou de Londres. Et en même temps, c'est vrai que c'est aussi un vecteur de comédie, parce que quand on fait émerger une figure fantastique dans le sud-ouest avec des acteurs non professionnels, etc., ça crée un peu une rencontre un peu décalée qui crée ce mélange des genres et qui était pour nous indissociable de notre envie de faire des films de genre, quoi. Tu as peut-être posé la question pour l'année des requins. On va vous a peut-être posé 50 fois la question. Vos références de films de requins, on va peut-être citer évidemment Dents de la Mer, mais moi j'aimerais bien savoir, c'est quoi les autres références pour vous, vos films de requins après, ou ceux qui vous ont inspiré, ou juste Les Dents de la Mer? Je crois que nos films de requins, c'est vraiment je crois que c'est Les Dents de la Mer. Quand on était petit, c'était vraiment notre film référence. Après, on en a vu d'autres, mais je crois qu'on n'est pas forcément des immenses fans de films de requins. Je crois qu'il y a peut-être de Shallows qui était assez réussi récemment. Après, nous, c'était plutôt ce qui nous intéressait, c'est plutôt la figure du monstre plus que le requin. Spécifiquement le requin. Mais ce qui nous plaisait, c'est peut-être aussi l'idée que c'est une figure un peu de série Z aussi. Donc il y a aussi le côté, il y a toute une gamme de films direct ou DVD un peu pourris avec des requins, et on trouvait que c'était assez marrant de reprendre cette figure cette figure de série B pour se l'approprier, quoi. Sharknado. Par exemple. Sharktopus. Celui-là aussi. Oui. Et ça fait pas peur de se dire qu'on va devoir, en tout cas, confier la construction d'un requin à quelqu'un et
ça repose sur lui, même si on le voit peu et qu'on peut jouer sur l'absence du requin dans le champ, mais créer la peur autour de ça et créer la psychose autour de ce requin. Mais il faut quand même parfois le montrer un petit peu. Ouais. Et donc, faut le fabriquer. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu angoissant de se dire, va falloir quand même miser sur ce requin? Je crois que c'est notre motivation de départ, c'était d'avoir un requin de plateau, quoi. On voulait surtout pas faire des CGI. Ce qu'on voulait, c'était vraiment... parce que forcément, en prépa, la question qui se pose, c'est comment vous voulez le faire, le requin. Nous, directement, on a dit, on veut un animatronique, on a envie d'avoir un vrai requin, un vrai faux requin de plateau. Ne serait-ce parce qu'il y a les dents de la mer qui existent. Nous, on est archi fans des dents de la mer, et forcément, il y a un truc de... On aime bien ce côté de requin, même qu'il puisse faire un peu faux, des fois. Mais en même temps, c'est hyper charmant comme truc. Nous, je sais que c'est un truc qu'on adore en général. Nos références de films de genre, c'est les films de genre des années 70-80, donc il y a toujours ce côté un peu faux. Mais on trouve que ça vieillit quand même toujours mieux, ces effets-là, que les effets numériques. Là, je crois que l'enjeu, ce qui était assez dur, c'est qu'on a demandé à Pascal Molina, donc lui c'est un spécialiste d'animatronique, de nous faire un requin. Mais les temps de prépa des films sont tellement resserrés aujourd'hui qu'il a dû nous faire ça en 7 semaines ou 8 semaines. Ah ouais. Du coup, on a même commencé à tourner les 4 premières semaines de tournage. Les acteurs sur le plateau, tout le monde parlait du requin et encore personne ne l'avait encore jamais vu ce truc-là, donc on savait même pas s'il allait marcher ou pas. Et pour le coup, il a hyper bien bossé. Il a fait un requin qui était branché sur un moteur de jet. Donc il y avait comment ça s'appelle les trucs là, les flyboards. Ouais. Ah oui, avec le tuyau. C'est le même principe, c'est qu'en fait il y avait un bateau du coup avec un moteur, il y avait des tuyaux, il y avait 40 mètres de tuyaux, le requin branché sur ces tuyaux et sur le bateau donc suiveur, il y avait trois mecs qui pouvaient activer alors soit la gueule, soit les nageoires, etc. C'était en tout cas c'était vraiment notre envie même première au-delà de raconter le Covid en toile de fond. Je crois que notre envie première c'était de s'amuser avec un animatronique parce que c'est très drôle. Après, on a peut-être eu des déconvenus en plateau, parce que forcément, vu qu'ils ont eu peu de temps pour s'entraîner avec, on l'a un peu essayé en tournant avec. Du coup, le premier jour où on l'a tourné avec, il fallait qu'il surgisse de l'eau en ouvrant la gueule. Sauf que pour faire cette figure-là, il fallait qu'il plonge pour ensuite remonter. Et genre là, il a plongé, il est resté planté dans la vase, par exemple. Et on a perdu, je crois, plus de 2 heures de tournage, parce qu'il a fallu replonger pour aller le chercher. On n'était pas sûr qu'il allait remonter un jour. On a tourné une fois avec, on l'a à peine vu, on avait vu, je crois, l'aileron dans le plan qu'on avait fait avant, et on s'est dit peut-être que ça sera tout pour avoir dans le film. T'aurais eu une scène. Une scène, genre le truc incroyable. On se met sur un requin, on décide de pêcher votre requin. Un vrai requin. C'est devenu un documentaire d'ailleurs. Et le requin qui a été construit, il mesure combien de mètres? Il fait 4,50 m, vers la moitié du requin de Spielberg, si je m'abuse, qui faisait 8 mètres. Mais ce qui est marrant avec ça, c'est que il nous a imprimé en 3D sur des feuilles A4, sur plusieurs feuilles A4 collées, on a mis dans le bureau le requin taille nature sur le mur, et ça paraissait immense dans les bureaux de prépa. Donc en fait, dès qu'on est dans l'eau, vu qu'il y a plus de références à côté, on se rend pas compte que c'est gros. Et très souvent, à l'image, un des enjeux, c'est d'arriver à montrer qu'il est gros. Et ça, c'est pas si évident que ça. Il faut tout le temps le mettre en rapport avec un comédien ou avec un élément de décor. C'est 8 mètres, c'est Spielberg. Ouais, c'est hallucinant. Est-ce que vous avez pris la photo comme Spielberg, allongé dans la gueule? On rentrait pas dedans, mais on rentrait pas dedans. Au moins la tête. On a fait une photo devant le requin, mais elle est moins impressionnante que Spielberg. Et justement, puisqu'on parle de Spielberg, c'est vrai que c'est difficile quand tu vois le film de ne pas penser aux Dents de la Mer. Même je pense notamment à la scène d'ouverture qui est vraiment l'exact opposé du film de Spielberg. Est-ce que justement c'est des choses auxquelles vous avez beaucoup réfléchi, et est-ce qu'il y a aussi des moments où en voyant les rushs, en voyant le montage, vous vous êtes dit mince, inconsciemment on a fait une référence aux Dents de la Mer qu'on ne voulait pas faire et vous l'avez enlevé? Je sais pas si on a enlevé des références, mais en tout cas, effectivement, on s'est retrouvé quand même avec des séquences qui pouvaient ressembler, mais je pense que c'est aussi peut-être parce que quand on pense au film de requin, c'est vrai qu'on tombe très vite sur Les Dents de la Mer, c'est quand même le film référence. Oui, là où le loup-garou, vous avez. Le loup-garou, voilà, c'est que le loup-garou, il y a plein de films auxquels on peut penser qui sont des bons films entre guillemets. C'est vrai que Les Dents de la Mer, c'est le seul film de requin. Mais alors nous, quand on a écrit le film, on pensait pas spécialement à ça. C'est-à-dire qu'on avait l'impression l'idée du requin comme figure un peu de film de genre plus large. Et c'est vrai que concrètement, on s'est retrouvé avec effectivement des choses qui pouvaient ressembler. Après, je pense qu'on s'est aussi amusé à détourner un peu le truc. C'est-à-dire qu'on a repris la réplique, par exemple, du plus gros bateau. On s'est amusé à la détourner, à la mettre dans un autre contexte, parce qu'on savait qu'on allait nous parler des Dents de la Mer. Donc c'est vrai qu'on essaye de s'en amuser un peu, même de citer le film. C'est-à-dire que dans la réalité du film, les personnages parlent des Dents de la Mer. Il y a une réplique avec les Dents de la Mer 33 qui est un peu une blague. Donc voilà, il y a un truc où on essaie de tuer un peu le truc, quoi. Et donc on a beaucoup parlé du requin qui est l'une des stars du film. Les autres stars du film, c'est donc Marina Foïs, Jean-Pascal Zadi et Cadmirat. Comment est-ce que vous avez constitué le casting et notamment choisi Marina Foïs, parce que c'est vraiment un rythme qui colle beaucoup à son style de comédie dans le film? Marina, elle est venue assez tôt. Pour le coup, dans l'écriture, on a assez vite pensé à elle.
Alors peut-être parce qu'on l'avait vu dans Police, du coup on savait qu'elle avait ce côté, cette autorité aussi qui pouvait coller à un personnage de gendarme, et aussi parce qu'elle a un ressort comique qu'on lui connaît très bien. Après, ce qu'on a aimé faire, nous, avec elle, c'est plutôt... elle est quand même très expressive, Marina Foïs, en général. Et ce qu'on a fait, nous, avec le personnage de Maja, c'est qu'on a fait, au contraire, un personnage très, très monocorde. Une des indications qu'elle avait, c'était vraiment de jouer sur un seul registre. Alors, l'idée, c'est que c'est un personnage qui n'a aucun second degré, qui est très déterminé et rigide. Et ça, on trouve assez drôle peut-être de casser un peu la personnalité de Marina Foïs par ce personnage-là qui est très, très rigide, ouais. Après, pour Cadmerade, c'est venu un peu plus tard, pendant la prépa, en réfléchissant à qui, du coup, pourrait jouer son mari. Et ce qu'on aime chez Cad, c'est qu'il a peut-être qu'il suscite une empathie assez immédiate. Et le personnage de Thierry, c'est un soutien pour Maja, et c'est un personnage qu'on a envie d'aimer tout de suite. Et en même temps, on trouvait intéressant de prendre aussi un acteur aussi connu dans un rôle plus secondaire, plus en retrait. Et pour JP, ça a été... On avait écrit le rôle à la base, parce qu'on avait écrit le rôle pour Vincent Lacoste. À la base, c'est vraiment lui qu'on pensait au tout début de l'écriture. Et Vincent, finalement, n'a pas pu faire le film, je crois, peut-être à 3 ou 4 mois avant le tournage, parce qu'il est parti sur autre chose. Et on s'est demandé quel comédien nous fait marrer ou nous a fait marrer cette année. Et on s'est rappelé du film de JP, du coup, de Jean-Pascal, du coup, tout simplement Noir, qu'on avait vu quelques mois avant. Et du coup, on l'a contacté et il a accepté de jouer dans le film. Et voilà. Après, on aime bien que nos castings aient un truc un peu BD, donc il y avait le fait de prendre JP avec Marina et Christine Gauthier, ça faisait une espèce de trio un peu qui déjà était, même visuellement, était assez impromptu et assez. Ils ont tous des personnalités assez marquées, donc on trouvait ça assez marrant d'avoir. Il y avait un truc graphique. Oui. Et c'est dur de convaincre. Je prolonge un peu la question que je vous ai posée tout à l'heure sur le producteur, mais des comédiens qui sont dans le cinéma hexagonal, pas habitués aux films de monstres, aux films de genre, et de leur dire on va faire un film de requin, est-ce qu'on vous regarde bizarrement? Est-ce qu'il y a des gens qui disent non, c'est même pas la peine de penser à moi ou... Je pense qu'on n'aurait peut-être pas pu le faire si on n'avait pas fait Teddy avant. Ouais. Je crois que Teddy, qui était un film qui avait Anthony Bajon, donc, qui jouait le rôle principal, et Noémie Lovski, donc c'est un film avec entre guillemets un plus petit casting, même je sais pas ça veut dire grand-chose, mais en tout cas, je pense que si on n'avait pas fait ce film-là et qu'ils l'avaient pas vu, ils seraient peut-être pas venus parce qu'ils n'auraient peut-être pas compris le décalage aussi, le mélange aussi des différents tons, quoi. Après, j'ai l'impression qu'aussi, c'est des acteurs à qui peut-être on propose pas beaucoup ce genre de choses-là, mais en général, nous, de ce qu'ils nous disent, ils sont plutôt friands quand même de ce genre de truc-là. Je pense que l'idée de faire un film de requin en France est assez inédit pour susciter l'intérêt d'un comédien. Je pense que c'est peut-être aussi parce qu'on les gens leur proposent peut-être peu ce genre de choses. Un ton plus sérieux, premier degré, en fait, ils auraient peut-être été plus réticents. Peut-être, de se lancer, C'est possible, ouais. Alors, vous tournez souvent dans votre sud-ouest natal. Il vient du sud-ouest. On l'a vu. Il y a le sud. Mais question, pourquoi le bassin d'Arcachon plus que la côte landaise ou basque ou comme ça? Mais alors ce qui est marrant, c'est qu'on ne situe pas le film, c'est que le bassin d'Arcachon, le film se passe pas au bassin d'Arcachon. Nous, on aime bien l'idée au contraire de ne pas situer. C'est-à-dire que ça se passe à La Pointe. La Pointe, c'est une ville fictive qui, pour nous, est peut-être une espèce de Cap Ferré plus populaire. Peut-être ce serait un peu un mélange du Cap Ferré, de Biscarrosse et d'Andernos-les-Bains, peut-être. Et ce qu'on aimait bien, c'était l'idée déjà peut-être de l'absurdité qu'il y a un requin dans un bassin comme le bassin d'Arcachon, donc qui n'est pas le bassin d'Arcachon dans le film, mais bon, qui en est inspiré en tout cas, parce qu'il y a tout un truc sur quand Maja se fait attaquer, il y a une partie du film où les gens ne la croient pas, et donc il y avait besoin que la venue du requin dans cet endroit-là soit un peu impromptue. Du coup, c'est pour ça qu'on a choisi le bassin d'Arcachon. Et après, de manière générale, dans nos films, on aime bien vraiment situer le moins possible, parce qu'on a un peu envie de créer un sud-ouest parallèle. C'est qu'en fait, nous, on a à cœur de raconter le sud-ouest où on a grandi, et même d'avoir des acteurs non-pro qui viennent du sud-ouest, qui ont l'accent, etc., mais sans jamais vraiment géolocaliser nos films précisément. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on est fan de Stephen King et qu'il a un peu son main alternatif avec des fausses villes, avec Castle Rock, etc. Mais l'idée qu'on a, c'est vraiment d'avoir un monde de fiction fort. C'est aussi pour ça qu'on utilise des courtes focales en général quand on fait des films, parce que ça déforme les décors, et donc ça crée une espèce ça crée un univers de fiction immédiat. Enfin, il y a un truc un peu bizarre dans les décors, et ça permet peut-être de faire un pas de côté par rapport à la réalité. Alors vous avez, je me permets. Bien sûr. Permets-toi. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait les premières semaines de tournage sans requin. Comment, pour rebondir sur la question de Mégane, comment on gère justement l'absence à l'écran, la menace constante? C'est quoi le langage vidéo qu'il faut mettre derrière? Après, c'est
très simplement les scènes. Quand on n'avait pas le requin, on tournait les scènes sans requin, tout simplement. Ok, vous n'avez C'était pas essayé de... Mais justement, c'est que l'idée d'avoir un requin de plateau, ça permet que les acteurs puissent vraiment le voir. Et on ne voulait pas tourner de scènes de requin sans requin, parce que ça aurait impliqué que les acteurs regardent une balle de tennis qui un jour serait remplacée par un aileron en CGI. Et ce n'était pas du tout l'idée. On voulait au contraire que les acteurs puissent voir directement le requin, puissent interagir avec. Et même nous, dans le retour, on a besoin, dans nos retours vidéo, de voir vraiment ce que ça va donner, quoi. C'est même plutôt refusé à tourner des scènes de requins sans requin. Ouais. Vous êtes tourné en décor naturel ou vous avez aussi fait des captations en piscine ou comme ça? Là, il y a tout, du coup, en fait, tout ce qui est à la surface de l'eau, c'est vraiment du décor naturel. La seule séquence qui a été tournée en studio, c'est la séquence sous-marine, donc à la fin, la Deep down. Ouais. Deep down, c'est ça. Donc tout ce qui est, là, voilà, tout ce qui était sous l'eau avec la... Sans spoiler. Sans spoiler, bon... On va en dire un peu, sinon on peut rien dire. En tout cas, voilà, toute la scène finale, en fait, c'était la seule séquence qui était en studio parce que c'était pas possible en fait de la faire dans le lac. Il y a d'autres plans en fait sous-marins qui ont été tournés sur le lac de Biscarrosse. C'est là-bas qu'on a tourné toutes les séquences en fait aquatiques. Mais sous l'eau, en fait, on voit rien. Donc la difficulté, c'est qu'en fait, on voit à 2 mètres maximum vu que c'est assez trouble l'eau. Et pour la séquence de fin, du coup, ça aurait pas pu fonctionner comme ça, quoi. Et c'est aussi une scène qu'on a tournée un peu en décalé par rapport au reste du tournage. On l'a tournée en février, donc il n'y a pas très longtemps en fait. Soit peut-être 8 mois après la fin du tournage parce que on avait besoin de la préparer. C'est vrai que le tournage était quand même déjà assez long et technique en lui-même. Et la séquence aquatique c'était technique, mais il fallait qu'on le prépare, quoi. Ce qui était assez dur parce qu'on s'est retrouvé avec un montage qui était pratiquement fini avec un trou. Les dessins qu'on avait fait à l'arrache un peu au milieu, c'était très... C'est compliqué de se projeter du coup. Et quel a été l'accueil local justement? Vous tournez chez vous, tu sais, et dire oh, les 2 frères, ils nous font un film de requin, ils sont tarés. Avec cette voix. Vraiment un accent du sud. J'étais sur la boîte de Nice, moi. Et où la boîte? Non, je pense que les gens étaient plutôt contents de nous avoir. Nous, on aime beaucoup travailler avec les locaux en général. Là, même toute une partie du casting était fait de non-pros qu'on avait casté en région. Tout le monde, en fait, à part Marina, Jean-Pascal, Cad et Christine, c'est vrai que le reste, c'est vraiment que des acteurs qu'on a trouvés sur place. On adore ça. Ouais. Mais du coup, ça crée une espèce de cohésion où les gens sont plutôt contents. Je pense qu'il y a un truc de groupe qui se forme dans la région où du coup les gens sont plutôt contents d'être là et de participer. C'est cool. Parce qu'il n'y a pas de méchanceté en fait dans vos films, aussi bien Teddy que l'année du requin. En fait, on peut penser que ça va être un peu moqueur, qu'ils vont être vus différemment des stars. En fait, non, il y a toujours une espèce d'une tendresse en fait pour tous les personnages, pour toute la région, pour tous les gens que vous montrez. Ouais, nous on filme vraiment le milieu dans lequel on a grandi. Souvent, c'est vrai que c'est des milieux plutôt populaires du Sud-Ouest et c'est ce qu'on a connu enfant. Du coup, on le filme vraiment. Encore une fois, c'est dans l'année du requin, il y a plein de personnes qui jouent, notamment sur la séquence de plage, qui sont nos oncles, nos tantes. Enfin, c'est vraiment la famille, quoi. Ouais. On aurait l'impression de trahir quelque chose si on faisait un film dans le Sud-Ouest sans avoir l'accent du Sud. Pour nous, c'est un truc qui est très important. Dernière question pour ma part. Vous avez parlé tout à l'heure de ce mélange entre l'humour et le film de genre. Est-ce qu'on est vraiment sur un 50-50 ou il y a quand même un des 2 genres qui prend le pas sur l'autre, d'après vous? C'est compliqué. Je pense que celui-là, on peut dire que c'est une comédie de genre parce que c'est vrai qu'il y a un second degré un peu tout le temps. Après, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas de la parodie, quoi. Nous, on a vraiment besoin de croire à la menace et la limite, ce serait de... Une parodie, c'est un truc où on croirait jamais dans la menace. Nous, on voulait au contraire que le requin soit quand même un peu premier degré dans les séquences où les personnages y sont confrontés. Après, je pense que oui, ça reste une comédie parce qu'il y a toujours un second degré, mais nous, je crois qu'on a grandi quand même avec des films de genre qui sont aussi des comédies. Je sais pas si c'est que moi, mais je trouve que même les Freddy de Wes Craven ou Scream, c'est plutôt des comédies. En fait, c'est des films qui dans les séquences qui sont pas des séquences de genre, se mettent de l'humour en fait dedans. Et je trouve que c'est deux genres qui marchent plutôt bien ensemble. Écoutez, merci pour vos réponses. Max, est-ce que tu avais encore quelque chose que tu voulais voir? Moi, c'est bon. Alors, je voulais vous poser en clôture de cette interview, justement, les films de requins et vous. Genius m'a grillé la priorité tout à l'heure. Mais ça va nous faire la transition, mine de rien, pour parler un petit peu avec vous des films de requins en général. On se retrouve après le jingle, ça parle. Les films de requins, évidemment, on ne pouvait pas faire un dossier plus dans l'actualité que celui-là avec la sortie de votre film. Évidemment, vous l'avez dit, il y a des références, mais il y a aussi beaucoup de nanars. Donc en préambule, moi je voulais vous parler d'un podcast qui s'appelle Shark Parade, qui est tenu par le célèbre professeur Rico. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller le voir. Il fait donc des podcasts où on retrouve tous les films de requins classés selon une série de variables.
l'originalité, le scénario, les personnages, l'ambiance, la réalisation, la qualité des requins, la note personnelle, ce qui donne un verdict sur 20. Et chaque catégorie est notée selon plusieurs critères: non acquis, insuffisamment acquis, en cours d'acquisition ou acquis, qui donne plus ou moins de points. Donc c'est très mathématique, c'est pour ça que le professeur scolaire, le truc. Ouais, c'est exactement ça. voilà. C'est la référence en France, je pense, sur le sujet. Voilà. Si vous êtes fan de films de requins, je vous encourage à y jeter une oreille. En attendant, moi, je voulais faire un petit tour de table. Les films de requins qui vous parlent le plus, évidemment, on va faire les nanars à la fin, mais plutôt les films dont on a envie de retenir les noms. Donc on a parlé des Dents de la Mer, pour vous c'est la référence absolue? Ouais, je pense que c'est la référence absolue. Oui. De Shallows aussi, j'aime bien. Mais, ouais, les Dents de la Mer, c'est quand même c'est le haut du panier, clairement. Je pense qu'on sera peut-être tous d'accord là-dessus. On est d'accord, Yoann, les Dents de la Mer, c'est le premier du genre? Ouais, il y avait peut-être eu des espèces de films sous-marins avant, des aventures sous-marines où tu mets un petit bikini, un requin qui passe, un vieux stock shot de requin. Mais les Dents de la Mer, c'est le premier film. Enfin, il crée un genre sans le vouloir, c'est-à-dire que ça devient le genre du film de requin, et surtout c'est le premier blockbuster de l'histoire du cinéma. Ah oui, c'est surtout ça. C'est-à-dire que blockbuster, en fait, le nom littéral, c'est une bombe qui fait exploser un quartier. Et en fait, quand les Dents de la Mer sortent, c'est le film qu'il faut avoir vu. On est 2 ans avant Star Wars, et donc en 75. Et en fait, c'est le truc qui fait l'événement cinématographique mondial et qui consacre Spielberg, qui consacre un genre, qui amène au massacre de 100 millions de requins par an. Parce qu'il faut quand même le dire, ça a aussi généré une très mauvaise image pour cet animal. Comme le loup dans les contes, en fait. Voilà, exactement. Et aussi parce que c'est un putain de chef-d'œuvre, quoi. Voilà, c'est du genre. Et parce que aussi, si vous regardez des making-of passionnants de Laurent Bouzereau, qui fait tous les making-of de Spielberg, en fait, comme le requin ne marchait pas et qu'ils ont eu beaucoup de problèmes sur le tournage, c'est comment un metteur en scène va, par son ingéniosité de mise en scène, pallier à des déficiences techniques. Et en fait, le requin, finalement, on le voit très très peu dans le film. Et par contre, les quelques moments où on le voit, c'est incroyable. Et sinon, tout le reste, ne serait-ce que par ce plan en contre-plongée sous l'eau, où maintenant, chaque personne qui nage se dit, il y a peut-être un truc qui me regarde par en dessous, et c'est Spielberg qui a amené ça. Il est responsable de thalassophobie. Non, mais c'est le numéro 1 là-dessus. C'est incroyable. Franchement, c'est lui. Il faut que je me taise, que je pourrais en parler des heures. Ce qui est assez fou en plus sur ce truc il a choisi de pas trop montrer le requin parce que il fonctionnait pas. En fait, c'est la même méthode qu'il refait dans Jurassic Park. Alors que là, il avait les effets spéciaux qu'il avait, mais en fait, c'est cette méthode de narration qui remarche une deuxième fois sur Jurassic Park, parce que Jurassic Park, tu te dis, il y a 10 minutes de dino, peut-être à tout casser. Et en fait, c'est même façon de faire. Parce que l'imagination du spectateur est toujours un ressort très puissant pour générer de la peur. Ouais. Ce qu'on imagine souvent terrorise. Il est fort, hein, ça marchait pas, puis au final. Et finalement, ça marche. On fait autant appel à l'imagination qu'à l'intelligence du spectateur, donc forcément ça fonctionne. Exactement. Genius, Dents de la Mer, oui, mais les Dents de la Mer 2, 3 et 4. 2, oui. Ouais, 2 ça va encore. Il y a le 4, il y a Dennis Quaid, on respecte Dennis Quaid. Le 3, il y a Michael Caine, normalement ça devrait être bien. Il y a Michael Caine. C'est le 4, Michael Caine. Attends, le Dennis Quaid, c'est le 3 là? Ouais, dans le parc aquatique. Oui, c'est ça. Donc Dennis Quaid. Mais le 2, oui. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait que le 2 Le 1 et le 2, en fait, le 2 est dans la continuité à niveau qualité. Donc le 2, en fait, moi, le 1, je suis d'accord, c'est chef-d'œuvre absolu, ça ne changera pas et tout. Et le 2 est toujours très bon. Après, le 3 et 4, on est passé un petit peu de l'autre côté. C'est-à-dire, en gros, c'est plus vraiment Dents de la Mer. Il n'y a plus l'ADN, il n'y a plus la saveur, tout ça. Donc le 1 et le 2, toujours aussi bon, acteur brillant, c'est fabuleux, ambiance. Mais moi, il y a un film que j'adore, parce que comme on parle d'imaginaire, tout ça, c'est Open Water. Open Water. Open Water, c'est un film, parce qu'en plus, c'est histoire vraie. Ça parle de quoi? Alors, en fait, c'est un couple. De requins. Non, mais comment on crée cette différence? Et pas qu'un seul, Est-ce que les Dents de la Mer, c'est l'attaque des plages, c'est la fermeture des plages, la rivalité entre la sécurité et l'autorité? Là, c'est l'oubli. En fait, c'est un couple qui part en lune de miel. Ils font une expédition en bateau avec plein de plongées, donc ils sont avec plein de gens, touristes. Sauf que le bateau part. Et ils oublient ce couple en pleine mer, voilà. C'est vrai, c'est pas drôle, mais enfin c'est. Non mais sur la plage, on est dans ce qu'on appelle le deep blue. Voilà. Et c'est terrifiant parce que c'est une histoire vraie. Ils sont restés, je crois, pendant selon les organisateurs 2 jours. Et en fait, tu les vois, ils restent et il y a des milliers de requins sous leurs pieds. Ils restent la nuit et jour. Et c'est juste terrifiant. Tu vois rien, tu vois pas grand chose. Tu les attaques et au final, voilà, ça se passe comme on le sait très mal. Et c'est spoil. C'est une histoire vraie, donc tu t'intéresses. Oui, et moi j'aime beaucoup ce côté, comme tu vois, l'imaginaire. Moi je suis beaucoup. C'est pour ça que j'ai adoré en film d'horreur Blair Witch, parce que on ne voit rien. C'est mon film d'horreur préféré. Donc Open Water, ça c'est pour moi c'est le film qui m'a marqué après Dans la mer. C'est même évidemment ça n'égale pas le chef-d'œuvre. Ludovic, tu parlais tout à l'heure de. Oui, c'est ça, c'est le devis. Oui, c'est Tu parlais de Shallow tout à l'heure. C'est quoi Shallow? Instinct de survie. Oui, c'est Instinct de survie, je crois que c'est ça. Oui.
C'est avec Blake Lively. C'est Blake Lively qui. C'est un survival, ça qui est bien fait, je pense. C'est un peu le même concept que au moteur. Exactement. Une meuf sur un rocher qui fait face à un requin. Mais d'ailleurs, ce que j'aime bien dans celui-là, c'est que c'est peut-être le seul requin de CGI que je trouve bien fait. Qui est hyper bien fait. Oui, J'ai hyper dit, bien fait. on le voit souvent, il est bien fait. Ah ouais, il est hyper bien fait. Ouais, nous on a tranché pour l'animatronique justement parce qu'on avait peur que ce soit aussi mal fait en CGI et celui-là c'est peut-être le contre-exemple. Que tu revois Peur Bleue, bon. Ouais, Oui, mais Oui, on aime pour les suites aussi, certains, d'ailleurs. un peu plus jeune, c'était la peur. mais je suis d'accord. Dans Peur Bleue, les requins font des marcheurs et des créneaux. Les effets spéciaux dans Peur Bleue sont minables, Mais le film, il est bien. mais quand tu le vois à 7 ans, je suis désolée, ça fait peur. Il y a un truc étonnant dans Un point de survie, justement, c'est que t'as l'impression que c'est deux films en un. C'est que t'as d'un côté Blake Lively sur son espèce de rocher qui discute avec des mouettes, et en même temps, des fois, le requin qui vient lui rappeler qu'il est là. Mais c'est hyper bien fait. En fait, elle se retrouve sur un rocher. Et la marée monte, en fait. Et la marée monte. Et elle est à 500 mètres de la plage. Ouais, elle voit la plage, elle la voit vraiment dans son Et en champ fait, de vision. le requin lui fait comprendre très vite qu'il pourra payer les. Que tu vois la taille du truc, c'est un mégalodon. Parce que franchement, à côté, dans de la mer, c'est un truc. Bon, c'est un peu Superwoman dans le film, on dira pas. À la fin, Oui, c'est clair. mais à voir, parce que c'est quand même un très bon film. Mégane, tu parlais donc de Peur Bleue. Peur Bleue. Mais je te rejoins avec Samuel. Je te suis sur Peur Bleue. On Mais aime Peur bien Bleue, c'est Peur très Bleue. bon. On Il aime fait bien. ça. Non, mais alors, C'est un gros oui, pizza les effets coupable. spéciaux sont minables. En plus, Ah oui. j'ai revu il y a pas longtemps. Vraiment, c'est horrible, horrible. piqué. Ouais, ça pique. Mais il y a quand même Samuel L. Jackson. Il y a quand même des super acteurs dans le film. Puis là, on part dans une problématique intéressante aussi sur l'ADN, la science, créer des choses avec vaincre Alzheimer, en plus, quand même une noble cause, à travers l'ADN, avec l'ADN des requins, pardon. Mais il y a quand même des scènes qui font super peur quand il y a Le cuisinier. Non. Non, Parce que non, dans le non. film, dans la cuisine, là, avec, l'échelle qui tombe et Ah elle oui, tombe dans le ah oui, truc oui. et tout. Enfin, il y a plein de scènes comme ça. Après, faut plein le de voir très au bonnes bon âge. Quand on est petit, ça passe mieux. Ça a très très mal vieilli. J'ai peur de revoir le truc. En plus, le pire, c'est que la bande-annonce spoil tout, montre tout. C'est vrai. Toutes les pires scènes sont montrées dans la bande-annonce. Mais C'est des requins qui sont génétiquement modifiés. Voilà, des requins. Il y en a deux. Ils ont un plan. Il y en a deux. Non, mais c'est ça encore. C'est Ce qui est Ocean's pire, c'est qu'il Eleven n'y en a avec pas des qu'un. Il y en a deux, donc l'attaque arrive de tous les côtés. Et non, il y a plein de morts qui sont dégueux au possible. La base sous-marine, ils rentrent dans la base Mais sous-marine. oui, Ouais, parce que, en fait, c'est inondé. Aussi, ils sont ouf. La base est inondée, et puis après, elle saute à un moment aussi. Pareil, elle fait un peu en mode super-héroïne, comme si c'était possible de faire ça. T'as des super scènes, hein. Mais oui, il y a des très bonnes t'as scènes des- qui sont t'as des plutôt bonnes bien scènes. pensées en Ouais, plus. ouais. C'est juste, oh là là, c'est moche. Ce qui rend le film vilain, c'est que comme Mais quand tu justement vois les ça, requins c'est temps, peuvent ça fait tout faire, bah, ils arrivent à te surprendre avec. En bien ou en mal, mais au moins ils arrivent à te surprendre assez régulièrement. Par contre, les scènes Notamment là. d'aileron sont trop bien faites. Les scènes Oui, tu Les vois que scènes d'aileron, quand on d'aileron. voit juste l'aileron dans l'eau, ça marche plutôt bien. Moi, il y en avait un qui m'avait un peu marqué, qui s'appelle 47 Meters Down. Ouais, Ah oui, c'est bien. Pas Uncaged, pas la suite. Le premier, Le premier était bien. on est sur. Ça ressemble un peu à ce que tu disais, Genius. C'est des gens qui vont faire de la plongée, Voilà, ils se retrouvent dans une cage, mais du coup, la chaîne qui tient la Elle lâche. Ouais. donc ils se retrouvent à 47 mètres au fond de l'eau. Il y a notamment une scène, donc là on est vous avez pas beaucoup de visibilité pour le tournage de l'année du requin, mais là c'est tellement profond qu'on n'y voit pas. Et donc il y a une scène où l'une des héroïnes prend, vous savez, c'est les trucs que tu craques là. tu craques, et la fluorescent. quand elle allume le truc, il y a 5 ou 6 bouches de grandes ouvertes comme ça autour d'elle. Ouais. Alors, elle meurt pas là, c'est pas un spoil, mais cette scène a ce truc un peu fantasme. Vraiment qui marque la rétine dans le niveau de l'horreur, quoi. C'est un peu comme Piranha, quoi. Un petit peu comme Piranha. Piranha qui est formidable aussi. Piranha, ça régale le fou. On ouvre, c'est pas exactement du requin, mais c'est presque du requin. Ouais. C'est des petits requins. Petit requin. Piranha, c'est horreur humour. Hein. Ouais, c'est pareil. enfin, c'est même plus sur humour que. Oui. Et les deux, même la version d'Aja, moi j'adore aussi. Le remake En 3D, d'Alexandre Aja. la 3D. Ah, 3D, ouais. Je vais pas parler de Mégalodon parce que je me suis allé mes films. C'est que Avec Jason Statham. Ah, c'est le mec. Ah oui. C'est raté. En autre moi, j'adore les films de requins, donc j'ai lu le roman original et il y avait moyen d'en faire vraiment beaucoup mieux. Ah, il y a un roman. Oui, il y a un roman. C'est un roman. De toute façon, il s'appelle Meg. Il y a un moment où ça a mal tourné, c'est qu'en fait, au départ, c'était le réalisateur de Hostel qui devait faire ça, il était remplacé par le réalisateur de Rasta Rocket. Voilà. Donc tu fais ça, c'est pas pour faire du sale en général, c'est que ça va. Et en fait, c'est un film quasiment familial. Il y a 3 gouttes de sang, il mange personne, le mégalodon, alors que vraiment, quand tu lis le bouquin, ça charcute. Ça aurait dû être un film hyper violent. Ah C'est Eli Roth qui devait le faire et c'est John Turteltaub qui le fait. Ah, c'est pas la même. Ouais, ça se voit. C'est pas de notre flag. Il y aura une suite l'année prochaine. Ouais, oui, il y a le 2, ouais. Mais par un mec qui fait des films plus violents. Peut-être qu'ils ont compris que cette fois-ci, il faut faire les trucs bien. Alors ça, c'est le haut du panier, évidemment. Attends, il y a les films d'animation aussi. Alors dis-moi.
Bah, gang de requins. Tu mets gang de requins dans les films C'est un film de requins. Tu sais que j'ai revu il y a une semaine. C'est dans le Il y a une Non, semaine. mais c'est mignon, c'est drôle, ça fait pas peur évidemment. Et c'est Mais peut-être un film de requins. Ouais, ouais. Avec Dans le monde de Nemo. casting de fou. Le monde les de requins de Nemo, Nemo bah sont assez oui. cultes. Avec Bruce, Ouais. Bah oui. Bruce, ouais. Quand même. Quand même. Ça rentre dans la gang de requins. catégorie. Il y a De film Niro, de le requin dedans. Bien Ok. vu. Ok, non, parce que par là, Tu me l'accordes? si tu vas par là, t'as aussi le film de toujours Alexandre Aja d'ailleurs, avec le crocodile là qui est sorti. Ah oui, Crawl. Ah, Crawl, Crawl. Ouais. C'était pas mal Bien du fait. tout. Ouais, qui est bien fait, ouais. Pas mal, ouais. Je l'ai pas vu. Ouais. alors, mais- Pas mal. Et donc je disais, donc voilà, à l'opposé du spectre, Sharknado. Sharknado, C'est Sansa. Il y a- trop bien, alors, Sharknado. Il y a C'est pire. trop drôle. différence, Il y a on pire. avait reçu nos copains de Nanarland pour faire la différence entre les nanars et les navets. Le nanar, il pense qu'il fait bien jusqu'au bout. Mais oui. Alors, Alors que Sharknado, le non, c'est Sharknado, hyper pour moi, cynique en c'est fait. hyper cynique. Ouais, Et ouais. dès le départ, ils Mais savent oui. qu'ils font de la merde. Bah oui. Mais c'est pour ça que c'est kiffant. Oui, non. Ça marche bien. C'est drôle. Est-ce que il y a, parmi les films même un peu nuls de requins, il y en a un qui résonne avec un peu d'affect quand même, de votre côté? Peu d'affect. Nous, je sais qu'on a regardé on regarde beaucoup les scènes en fait, de mort, enfin les requins qui tuent, enfin les scènes de tuerie de requins. Du coup, c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui sont assez ouais. marrantes. Je crois que celui qui nous fait le plus rire, c'est peut-être. Vous avez vu Sharktopus? Celui-là, il est vraiment pas mal. Ok, Sharktopus, si tu peux l'expliquer, c'est la fusion en fait d'un requin et d'une pieuvre en fait, et ça fait une espèce de créature qui a une tête de requin et des tentacules à l'arrière. Et les effets spéciaux sont vraiment dignes de cinématiques de PlayStation 2 et c'est assez drôle à voir. Deux, t'es gentil. Pas très gentil, ouais, c'est pas très gentil pour les cinématiques de J'aurais dit PlayStation, une, mais moi. c'est bien, bah, ouais. In-game alors. Alors, il y a une scène particulière d'attaque avec ce requin-là dans un peu marquante. Il y a une scène où il y a un type qui est assis sur une espèce de nacelle sur un bateau et il y a le requin qui saute par en dessous et l'effet spécial, je me rappelle que c'était assez drôle. Et, ouais, Johan, est-ce que toi, tu as un film comme ça, un bon nanar Bon nanar. En fait, ce qui est assez bizarre sur les nanars, c'est que souvent, c'est le concept qui est sympa. Et l'affiche même. Peut-être la bande-annonce. Et le titre Mais, aussi, et souvent. voilà. Le film, Mais en après. fait, souvent, c'est 1h30, notamment les films Asylum qui se sont spécialisés dans les Mega Shark versus Giant Octopus et tout ça. En fait, c'est 1h30 de remplissage. Et en fait, c'est des gens qui parlent souvent autour d'une table ou autour de fioles avec des couleurs, enfin des scènes qui vont ensemble. T'as le bel décor de labo qui a été fait genre dans le coin de la pièce D'un avec une scientifique, étagère. tu sais, ils font des gestes qu'ils ont vus dans des documentaires. Ouais, ou alors t'as l'armée qui débarque Voilà, avec ou des gros, l'armée, des gros guns, ils pensent que et ça par va contre, les tuer scènes les de requins monstres. mises bout à bout, il y en a pour 2 minutes et c'est Ouais. en plus tout le temps la même qui est comme C'est vrai. un gif en fait. c'est vrai. Et du coup, c'est des films assez pénibles à regarder. Donc, vaut mieux regarder. De toute façon, tu le regardes en fond sur la télé. Ouais. Oui. Pour moi, c'est mieux de faire une soirée bande-annonce. Oui, voilà. Tu fais ouais, les bandes annonces ça, de tout ça. C'est vrai. Alors, moi, il y en a une série. Alors, toi, tu avais Sharknado. Ah, mais oui, Moi, il y a c'est une trop série drôle, que Sharknado. j'aime bien, mais pareil, sur le papier, à voir, c'est un cauchemar. C'est l'attaque du requin à 2 têtes. Ah oui. Parce que la Ah, suite, ouais. c'est l'attaque du requin à 3 têtes. Ils sont allés jusqu'à 7 ou 8. Incroyable. À la fin, tu regardes l'attaque du requin à 7 ou 8 têtes. Enfin, c'est quand même un peu. Mais par contre, il y a les. Je ne sais pas si c'est la catégorie intermédiaire, mais il y a des films à concept un peu nazes, mais qui sont quand même sympas. Je pense à Bait, par exemple, qui est, ça se passe en Australie, il y a un ouragan, Ah oui. il y a une inondation et il y a un requin blanc dans un supermarché. Et en fait, il y a des gens coincés dans le supermarché, engloutis, C'est pas avec le requin. Ok. Et ça, c'est pas mal. Donc, Bah c'est oui. pas les dents de la mer, c'est pas haut niveau, mais notamment, à un moment, ils se mettent dans un caddie de supermarché pour se protéger. Bonne idée. Ça me plaît, ça. Ça, faut que je vois ça. Ça s'appelle comment The Bait? Ça s'appelle Bait. Ah, Et il y en a un qui est sorti le mois dernier qui s'appelle The Requin. Je sais pas pourquoi c'est. Ah oui, si, si, si. Oui, Le mec avait plus d'idées, ils se sont dit, oh, allez, on va. Mais le concept est génial parce que c'est un couple qui est en vacances dans un bungalow. Ouragan, pareil. Le bungalow se détache des pilotis. Et en fait, ils se réveillent le lendemain matin, fringants et tout, après une nuit d'amour. Et en fait, ils sont en plein océan, entourés par des requins dans leur bungalow. C'est génial comme idée. C'est génial. Après, ça tient pas la route. C'est réaliste. Mais c'est des films de l'entre-deux plus que des nanars. C'est des, Il est bien c'est des fait, il a l'air- séries. c'est celui-là Ah, mais Il a l'air bien fait. C'est Sabrina En plus, il y a Alicia Sabrina. Silverstone. Sabrina. la Bah voilà où elle était, elle avait disparu Mais non. depuis Batman et Robin. Joan Hart. Il dit ça. Ah ouais. Qu'est-ce qui fait un bon film de requin au final? Les ailerons. Merci. La réponse du mec, aileron avec un peu de sauce. Là, je m'éloigne un peu des nanars. Hein, vraiment. Ouais. Qu'est-ce qui fait un bon film de requin? Bah, Est-ce qu'il y a c'est une le- recette? Est-ce qu'il y a un cahier des Bah, charges? la mise en scène déjà. C'est un bon scénario et une bonne mise en scène, j'imagine. C'est Voilà, pour ouais. ça que Et un le Temps de la bon mer est requin. très réussi. mais- Des bonnes scènes de suspense et tout. Ouais, un bon requin bien fait. bon Déjà, requin. on l'a dit. J'ai quelques petites choses sous les yeux. Ouija Shark.
Pas mal. Shark. C'est-à-dire dans les concepts, des requins qui jouent au Requin Ouija. démoniaque ou Alors, j'ai pas le pitch, hein, mais Ouija Shark. Parce que moi, j'avais vu Ghost Shark. Donc là, c'est un requin qui peut apparaître dans l'eau, mais n'importe où. C'est-à-dire que dans un verre d'eau, si tu bois comme ça, il y a le requin qui te saute dessus. C'est un peu le Pirate des Caraïbes version ouais, je Il n'y avait pas un film de requins dans la neige, des requins nazis? Si. C'était drôle ça aussi. Dans les avalanches. Snow Shark. Snow Shark, ouais. Les requins nazis. Non, c'était les zombies nazis d'un côté et les requins. Les zombies Il y a nazis eu contre Snow des. Shark. Ouais, c'est ça. Ok. Tu as les Sand Shark aussi, c'est des requins qui vont sur la plage. Ouais, dans le sable. Dans le sable. On leur a mis beaucoup de choses sur le dos quand même. Ouais. C'est dégueulasse. Quand on arrive à Ouija Shark, je pense qu'il doit y avoir un Monopoly Shark qui on est en atteint la préparation limite, là, quelque quand part. Sous les yeux, Ouija Shark. t'es pas prêt? Vas-y. Shark Exorcist. Ah ouais, je le vois, j'ai celui-ci. vu l'affiche de ce truc-là. T'as la tête Quelqu'un l'a vu? Non, j'ai vu l'affiche. La tête du requin J'ai qui vu Non, l'affiche. pas Je l'ai vu dans une liste, quoi. La tête du requin qui tourne à 360 degrés. Je pense qu'en fait, il doit y avoir un générateur. Parce que, tu sais, il y avait Vélocipastor aussi, avec Oui. les dinosaures et le pasteur. Je pense qu'il doit y avoir un générateur qui, à un moment, te fait arriver sur l'exorciste et sur les prêtres. C'est pas. Je vois pas comment tu peux en arriver là, à part une fin de soirée où à 4h30, tu lances une idée de pitch Alors, et tu te retrouves avec ça. là, je comprends pas. Shark of the Corn. Donc, Quoi Ah oui, le requin des maïs. le requin du maïs. Ah oui, d'accord, putain, pas mal. Il y a Comme les enfants du maïs. Ah, mais oui, c'est ça. Il y a une certaine logique. C'est Ouais, dans un c'est champ, t'as un. Ouais, il y a un aileron qui sort du champ. Moi, j'aime bien l'idée. Il va y avoir un Sharkning, un croisement entre les Dents de la Mer et Shining. On va tous sauver. Mais Faire attends, tous ces funky mais comme ça. C'est comme Cygne. Il avait passé comme ça, il fait des signes dans le champ et tout. Je non sais Ça, pas. c'est- Oui, ça, Potentiellement, ouais. ça, Il décide des ailerons dans les Ouais. champs. On se souvient, c'était dans le. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Où en fait, le début du film, Ouais, c'était c'est ça. Oui. la queue de l'avion qui passait dans les nuages. Avec la musique dans Avec les Dents de la la Mer en musique plus. dans les Dents de Et la en fait, Mer, t'avais l'avion qui Donc, passait. ça peut marcher n'importe où. Tu peux faire un C'est cloud vrai. shark. Je sais pas si vous avez vu en plus le Shark of the Corn, c'était un truc de Stephen Kang. C'est comme- voilà, c'est qu'en plus les mecs jusqu'au bout, ils se disent allez, ça va passer. Parce que là, Toxic Shark ou Virus Shark, tu imagines qu'il a mangé des produits toxiques, qu'il est devenu. Les produits dans le paillon avec les mecs avec les éprouvettes au début là. Mais voilà, Sharkman, bon, bah, c'est un requin. Ouais. Enfin, c'est comme ce qu'on a vu dans Suicide Squad, quoi. Oui, Ouais. c'est ça, un homme requin, quoi. Ouais, des gens. Un homme requin. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont particulièrement Gratiné. gratinés. Ouais, Mais après, pour revenir sur ta question, qu'est-ce qui fait un bon film de requin? Après, en fait, il y a qu'est-ce qui fait un bon film ou qu'est-ce qui fait un bon nanar? Et qu'est-ce qui fait un bon nanar? Je pense que c'est le concept moisi et les mises à mort, comme tu disais, Zoran. Après, qu'est-ce qui fait, je pense, un bon film de requin? Je pense que c'est le scénar et les personnages. C'est-à-dire que les Dents de la Mer, quand tu vois quand ils sont sur le bateau, il y a Brody, Quint et Hopper. Ces trois personnages, t'as pas envie qu'ils meurent. Alors que dans une série Z, en fait, tu le regardes pour voir des gens se faire trucider. mourir, oui. Et en fait, quand t'as pas envie qu'il y en ait un qui tombe à la flotte, et en fait, c'est là où tu as réussi ton film, je pense. T'as pas forcément envie soit de les sauver, soit de les voir se faire tuer. Il faut quand même que tu aies un minimum de. Pas de peur forcément, mais petite angoisse ou crainte. Et ça joue beaucoup avec la mise en scène. Parce que les personnages, on peut les aimer, on peut les détester, on peut s'attacher à eux ou pas. Mais si t'as pas une petite secousse, ça fonctionne pas, je trouve. Mais... Et souvent, je crois qu'on en a déjà parlé, mais la meilleure scène des Dents de la Mer pour moi, c'est une scène où il n'y a pas le requin, c'est la scène où ils sont les trois à parler de l'USS Indianapolis dans le. J'allais y venir. Dans le bateau, et en fait, c'est juste un mec qui te raconte une histoire et t'es terrifiant en l'écoutant. Oui, avec le phrasé de Quint et l'histoire qu'il raconte, qui est en plus une histoire vraie, où il y a je sais plus combien, 600 gars qui se sont fait déchiqueter une fois que leur bateau a fait naufrage pendant la Seconde Guerre mondiale. Et cette histoire-là est terrifiante. La manière dont c'est mis en scène est terrifiant. Et la conclusion, en plus, qui est l'espèce de point final, c'est qu'il termine son histoire, il recommence à rigoler un peu, et là, tu as les bidons jaunes qui ressortent de l'eau en disant la menace revient et le requin repart à l'attaque. Et elle est incroyable. C'est la scène qui déclenche le dernier tiers, en fait. Exactement, ouais. Et cette scène-là est folle. Bah écoute, je pense qu'on ne pourra pas faire mieux pour parler des films de requins, si ce n'est de rappeler que l'année du requin sort donc le 3 août prochain, un film de Ludovic et Zoran Boukerma qui sont avec nous aujourd'hui, avec Marina Foïs, Kat Merad et Jean-Pascal Zadi entre autres. Écoutez, on vous souhaite que ce film soit le film de l'été, rien que ça. Comment vous êtes un peu stressé toujours avant la sortie d'un film ou On est toujours stressé avant la sortie d'un film, mais en même temps on est excité aussi parce que ça fait plus d'un an qu'on est en post-prod, du coup on est un peu content de le lâcher, de le laisser au public aussi. Donc ouais, stressé et excité à la fois. Ouais.
Vous serez où le jour du lancement? Vous savez déjà, c'est un truc... Ah, ben on sera au Hall, à l'UGC Léal à 9h du matin pour la première projection. Le tour de promo n'a pas commencé tout à fait, vous êtes déjà dedans? On a commencé un petit peu, on a fait l'avant-première du film à l'UGC Léal aussi, il y a la semaine dernière, et là on a une série d'avant-premières dans le sud-ouest, du coup là on a tourné le film. Le 29 on est à Biscarrosse, du coup vraiment dans l'endroit où Biscarrosse-Lac, là où on a tourné le film. Le 30 on est à Andernos, donc au bassin d'Arcachon, donc on commence un peu à présenter le film aux gens qui y ont participé aussi, quoi. Grosse promo donc dans le sud-ouest, proche du lieu de tournage et tout ça. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai 2 dernières questions. Vas-y, bien sûr. Tout le temps le gars de la dernière question, là j'en ai 2. Vous êtes 2, donc j'ai droit à 2 questions. Non, et la première, c'est vous faites la tournée. Est-ce que vous la faites avec le requin? Parce que en fait, qu'est-ce qu'on fait d'une animatronique quand le tournage est fini? On adorait. Alors, c'est une des premières questions qu'on a posées, je crois, à Pascal Molina. Qu'est-ce qu'on en fait après? Alors, je crois qu'officiellement, il appartient à la production. Sur la cheminée. Et alors, ce qui est triste, c'est que traditionnellement, ils finissent toujours détruits plus ou moins ces trucs-là, parce que alors soit on les laisse, on les stocke dans un box, et puis après le box finit par coûter trop cher à la prod, donc on le détruit, c'est un peu dommage. Là, en l'occurrence, il est stocké dans le garage de la grand-mère de notre producteur. Voilà. Elle est prévue. C'est quand même assez drôle comme un jour. C'est véridique. C'est ma chercher Scrabble et puis. Et ma deuxième question, c'était quand j'ai fait l'intro et que je t'ai remplacé, j'ai tenté de faire le tanin. Quand on fait la musique d'un film de requin, c'est quoi la musique d'un film de requin? Et pour à la fois pas tomber dans du John Williams et en même temps c'est un peu un passage obligé. Vous, c'était quoi la tonalité musicale que vous vouliez pour le film? On s'est beaucoup posé la question d'ailleurs de est-ce qu'il fallait citer un peu le mi-fa de John Williams. Finalement, on l'a pas fait. Je crois qu'on a essayé de faire une musique qui soit à mi-chemin entre l'hommage et en même temps quelque chose de plus moderne. C'était un peu la direction qu'on a donnée à Maurice Chabotti, notre compositeur. D'accord. Ouais. Et puis le choix de la kiffance, je crois que c'était aussi pour prendre le contre-pied total peut-être de John Williams aussi. Même si on adore John Williams. Elle est dans la bande-annonce. Ça marche très bien. Elle est aussi dans le film. Elle est aussi dans le film. Oui. Ok. Et moi, je me permets aussi une dernière question. Écoute, allez, voilà. Le prochain monstre, c'est quoi? J'ai pas osé le poser. On la pose. Eh ben, je la pose. Voilà. Un coco. On a plein d'envies de monstres. On peut pas trop en dire, sinon on va vous spoiler nos prochains projets, mais on reviendra avec des monstres dans le sud-ouest. On a envie. Est-ce que ça fait un Boukarma Cinematic Universe? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un univers étendu ou est-ce que chaque film a son propre indépendance? Là, on aime bien l'idée que nos films soient liés un peu. Du coup, on distille un peu des éléments de nos anciens films dans chaque film. Au début de Teddy, je sais pas si vous vous rappelez, dans Teddy, l'introduction, c'est une grand-mère qui regarde la télévision et qui va se faire bouffer par le loup-garou. Et ce qu'elle écoute à la télé, en fait, on annonce la présence d'un requin en fait, dans le sud-ouest. C'était déjà une petite annonce de ce qui allait se passer par la suite. Donc on aime bien l'idée que nos univers soient interconnectés. Du coup, est-ce qu'il y a un indice dans la nuit du requin? Alors oui, on voit Teddy dans la nuit du requin. En fait, pour nous, Maja, c'était la tante de Teddy. Donc on aime bien lier les personnages les uns aux autres. Par exemple, dans Teddy, il y a Daniel, il y a Willy, qui est le personnage de notre premier film, qui est un moment en photo. Et dans La Nuit du requin, pareil, il y a Teddy en photo chez Maja, parce qu'on aime bien se raconter que tous ces personnages-là sont un peu d'une même famille et vivent dans un même monde. Il y a aussi un petit easter egg pour le prochain, qui annonçait le prochain film, mais je ne sais pas si on le voit très bien. Alors, en tout cas, au tournage, il était très présent. Il suffit de nous le dire, on va te dire. Moi, j'annonce Teddy Shark. Je m'étais fait un requin-garou. Un requin-loup-garou. Moi, j'ai envie de voir un film de vampire. Mais que à minuit. Les vampires, c'est bien aussi. C'est bien les vampires. L'année du requin de Ludovic et Zoran Boukerma avec Marina Foïs-Cadmerat, Jean-Pascal Zadi, sorti au cinéma le 3 août. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. On va vous libérer. Nous, on va se lancer le petit jingle parce que ça va être le journal des sorties, ainsi que la bande-annonce de Thor, Love and Thunder. Les enfants, sortez le popcorn et laissez-moi vous conter l'histoire du viking de l'espace, Thor Odinson. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un dieu. Après avoir sauvé la Terre pour la 500e fois, Thor s'est embarqué dans un nouveau voyage. Il s'est remis en forme, il a perdu son ventre et retrouvé son corps de dieu. Et après tout ça, il est finalement redevenu le seul et unique Thor. Oh, j'ai parlé trop vite. Jane ? C'est mon ex-petite amie. Ça fait combien de temps? 3, 4 ans? 8 ans, 7 mois et 6 jours, plus ou moins. Je perçois des sentiments. Ah ouais, tu parles. Les seuls êtres qui importent aux yeux des dieux, c'est eux-mêmes.
Voici donc mon serment. Tous les dieux vont mourir. J'allais dire que ce que tu as fait là-bas m'a beaucoup impressionné. C'était mon premier méchant. On n'oublie jamais sa première fois. Non, tu ne ressembles pas aux autres dieux que j'ai tués. Tu as une chose pour laquelle te battre. Voyons voir qui tu es. Que ton déguisement disparaisse d'une pichenette. Oh, t'en fais trop, comme d'habitude. On lui donne pas un coup de main? Oh, rien de presse. Des raisins? Thor Love and Thunder, qui est donc l'une des sorties de cette semaine. Journal des sorties, Oui. c'est à toi Mégane. Bah, comme on l'a vu avec la bande-annonce, énorme sortie de la semaine, Thor Love and Thunder, de Taika Waititi qui avait déjà réalisé Thor Ragnarok. Donc on retrouve évidemment Chris Hemsworth dans la peau de Thor, mais aussi Natalie Portman qui revient dans le MCU pour incarner Jane Foster, et on a aussi Christian Bale qui joue le méchant dans ce film. Et Russell Crowe. Et on a aussi Russell Crowe, évidemment, et puis Tessa Thompson qui revient en Valkyrie, Taika Waititi qui redonne sa voix à Korg, le personnage caillou. Mais oui, qui est trop cool, un des personnages très cool de Thor. Donc voilà, donc là, Thor, il est un peu en recherche de paix intérieure, il part un peu en mission avec les Gardiens de la Galaxie, mais gros problème, il y a un tueur de dieux qui débarque, qui s'appelle Gore, et qui est joué par Christian Bale, et donc il va devoir combattre cet homme qui décimine les dieux. Il va rencontrer Zeus, il va retrouver Valkyrie, il va retrouver aussi Jane Foster qui a un petit peu changé, qui a pris du muscle, aussi, qui est devenu Mighty Thor. Voilà. Mighty Thor. Ouais. Donc d'où l'amour et le tonnerre. Du coup, titre d'où du l'amour et film. le tonnerre. Est-ce qu'on a envie de le voir? Est-ce qu'on le conseille, Mégane? Alors je l'ai vu, Oui, tu l'as vu. c'est sympa. Et c'est un sympa du côté de Mégane. Alors je vais développer un tout petit peu. J'ai beaucoup aimé la deuxième partie, contrairement à la première. Ok. Est-ce que tu avais aimé le Ragnarok, j'avais adoré Ragnarok. Ok, donc un peu déçu par rapport à Un peu Ragnarok. déçu, ouais. Est-ce que tu avais des attentes autour du film? Pas particulièrement, pour être totalement honnête. Ok. Voilà. Johan, à part cette musculature de. Oui, Thor, parce que en fait, c'était des images que j'avais cédées à Marvel pour 2-3 films. Et bossé, hein. je suis surpris de la retrouver dans tous les films. Ça plus Maverick. Non, mais tu vois, j'ai tourné ça sur fond vert au bout d'un moment. Laissez-moi tranquille. Voilà, c'est tout. Déjà, voilà, Kevin Feige, calme-toi. Deuxième chose, j'adore l'accent anglais de Meghan. Ouais. Et ça, c'est. Le mien, non, mais. C'est très travaillé. Est-ce que tu peux nous redire Mighty Thor? Mighty Thor. Oh putain, c'est balèze. J'ai pas cet accent-là. Sinon, est-ce que j'attends ce film? Est-ce que c'était ça la question? C'est ça, oui, bah oui. À la base, c'était ça la question. Vous connaissez mon amour des amours pour Marvel. Non, je suis curieux parce que ça a l'air rigolo. Et surtout curieux parce que il y a un indice de satisfaction aux US qui s'appelle CinemaScore, où en fait ils font un espèce de sondage à la sortie des salles. Et entre Strange et celui-là, ça fait 2 fois que Marvel se prend une note moyenne, voire basse. Et c'est un peu nouveau dans le MCU, et donc de là à se dire est-ce que trop de films tuent la qualité, tout ça. Et si même le public américain commence à dire bon là, vous tirez un peu sur la corde, donc je voudrais voir si ça vaut cette mauvaise note. Donc oui. Donc c'est plutôt oui. Genius. Pas intéressé. Je ne vais Ça pas. se trouve, il y a John Bertal, tu sais Non, pas. John Bertal. Non, je ne vais pas juger. Je ne l'ai pas vu, mais pas intéressé. Voilà. Moi, je l'ai vu. J'aime bien le film, et je comprends pas en fait comment Marvel en 3 mois est passé de films de 2h40 à des films de à peine 2 heures. Celui-ci, tu sens vraiment que, tu l'as bien résumé en fait, et tout ce qu'ils veulent raconter, tu te dis il a fallu peut-être une demi-heure en plus, parce qu'en plus, pour une fois, on a un méchant qui est vraiment intéressant, qui est un peu une figure tragique plus que juste un méchant qui veut tuer des gens. Mais tu te dis il manque des trucs pour chaque personnage. Charcuté. C'est un peu le souci. Alors on a eu aucune rumeur de production chaotique, donc je trouve ça d'autant plus étrange. Et peut-être que l'indice de satisfaction dont tu parles, Johan, c'est peut-être parce que c'est 2 films de suite, sans spoiler, où tu te dis mais en fait on n'avance toujours pas sur la grande histoire du MCU. C'est ce qui normalement est censé faire revenir les gens, parce qu'en fait c'est ce qui avait maintenu les gens en haleine jusqu'à Endgame.
Et là, c'est vrai que tu vas, tu te dis, bon, est-ce que ça va avancer? Bah finalement non. Et les gens, en fait, finalement, ils sont parfois plus intéressés par ce qu'il y a autour que le film lui-même. Et là, le film, comme il manque des choses, et sachant que j'avais beaucoup aimé Ragnarok et que j'avais beaucoup d'attentes aussi parce que je me disais, ils ont plus de choses à raconter cette fois-ci que Ragnarok, où clairement ils avaient dit à Taika Waititi, tu fais ce que tu veux, mais à la fin, il faut ces 3 personnages ici à tel moment, et après c'est bon. Là, ils voulaient raconter des choses. C'est vrai que la phase 4 est un peu floue, mais je crois que... Ils l'avaient annoncé comme phase de transition, mais tu pensais qu'ils allaient quand même disséminer des indices quelque part. Là, apparemment, Kevin Feige est parti en retraite avec ses scénaristes pour savoir vers où ça va au final. Donc peut-être des réponses au Comic-Con. Toujours au cinéma, Mégane. Ouais, je vais continuer avec 2 grosses recos, 2 gros coups de cœur que j'ai eu au Festival de Cannes. 2 thrillers qui ont des titres assez similaires. On commence avec La Nuit du 12 de Dominique Moll, qui avait fait notamment le film Seuls les bêtes ou Harry, un ami qui vous veut du bien. Donc là, on a deux super acteurs à l'affiche. On a Bastien Bouillon et Bouli Lanners. Et en fait, c'est un thriller assez difficile, assez dur, qui est inspiré d'une histoire vraie, qui est inspiré d'une partie d'un livre qui est un livre d'immersion en fait à la police judiciaire. Et donc là, voilà, comme la tagline le dit, c'est « Il y a des crimes qui vous hantent ». Donc là, on suit un enquêteur qui est hanté par un crime qui n'a jamais été résolu. L'enquête n'a jamais été résolue, on n'a jamais trouvé le meurtrier. Et on parle d'un féminicide, c'est une femme qui a été tuée, qui a été brûlée une nuit alors qu'elle rentrait chez elle après une soirée. Et en fait, on va suivre toute l'enquête, donc tous les suspects, tous les interrogatoires. Et en fait, tous ces interrogatoires vont faire que l'enquêteur principal, qui s'appelle Johan, va se remettre en question à chaque suspect, à chaque interrogatoire. Et il va se questionner sur les rapports hommes-femmes, comment les femmes sont confrontées à des violences perpétuelles. Et c'est un film très intéressant, extrêmement bien écrit et surtout très bien joué. Et vraiment, on est pris par l'histoire dès le début. En plus, je ne spoile pas, mais on voit le meurtre. Mais on ne tombe pas dans la complaisance. C'est vraiment pour montrer la violence à laquelle cette jeune femme a été confrontée. Et c'est un très bon thriller, vraiment. Allez le voir. La bande-annonce m'a assez scotché. Ouais. Pour le coup, c'est le moment où tu regardes les bandes-annonces, tout d'un coup, tu fais « Oh, il se passe un truc là ». Ouais. Tu vois, c'est ce que j'allais dire, parce que là on la voit en fond. Regardez vraiment la bande-annonce, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une bande-annonce aussi efficace. Quoi. Ouais. Du coup, c'est un coup de cœur, tu conseilles? Oui. Ok, Johan. Totalement. Mégane nous en avait parlé des Cannes et ça sentait très, très bon. Et essayer de rattraper, alors, je ne sais pas si c'est son précédent film à Dominique Moll, qui s'appelle Seuls les bêtes. Ouais, c'est le précédent que moi j'ai rattrapé il y a quelques jours, qui est juste hallucinant. Donc, pareil en termes de noirceur, de construction. Donc ça pourra vous donner une idée de ce qui vous attend dans ce film-là. Ouais. Genius. Ouais, moi j'ai vu qu'un film, c'était Harry, un ami qui vous dit, qui est un film que j'ai adoré, l'ambiance glaçante, acteur, t'avais dit une fois Bouli Lanners, ça c'est un acteur qu'on adore tous. Donc ouais, moi je suis très chaud pour l'histoire, pour l'ambiance, franchement très envie de le voir. Max? Pareil que Johan, depuis que Mégane m'en a parlé à Cannes, j'ai très envie de voir ce film. C'est ton oui collectif, du coup. Toujours au cinéma, tu avais un deuxième reco. Ouais, deuxième reco, deuxième thriller. Désolé, c'est pas très joyeux tout ça. Donc ça s'appelle, là on n'est plus dans La Nuit du 12, on est dans Les Nuits de Mashhad. Donc là on est sur un film iranien du réalisateur Ali Abbasi, qui avait fait le film Affiche magnifique, qui avait fait le film Border, pour peut-être celles et ceux qui l'avaient vu. C'était un film de monstres, on rejoint un petit peu l'univers des frères Boukerma, qui avait été aussi présenté à Cannes et qui était un super film. Et donc là il revient à quelque chose de plus réel. En tout cas, pareil, on est sur une inspiration d'une histoire vraie, une inspiration de l'histoire d'un serial killer, d'un tueur en série qui était un ancien vétéran de guerre et qui en fait s'est senti investi d'une mission religieuse et de nettoyer la ville de Mashhad de ses péchés, et donc il tuait des prostituées la nuit. Et donc là, on suit l'actrice Zahra Mir Ebrahimi, qui a d'ailleurs eu le prix d'interprétation féminine à Cannes, qui est vraiment bouleversante et vraiment superbe dans ce rôle. Elle incarne une journaliste qui va enquêter sur ce serial killer et qui va vraiment se mettre en danger pour faire régner la justice et pour que la vérité éclate enfin dans cette ville, parce que c'est une affaire qui a vraiment secoué l'Iran au début des années 2000 et qui a vraiment bousculé l'opinion publique entre des gens qui étaient évidemment choqués par les événements et d'autres qui étaient un petit peu de son côté. Donc ça, vigilante. Ouais, ça a été une affaire qui a beaucoup secoué l'Iran. Du coup, tu conseilles? Je conseille aussi. Tu conseilles. Johan? C'est un oui. C'est un oui. Un grand oui. Un grand oui. Pareil. C'est un oui.
Encore une fois, 4 oui à la suite. C'est le 4 à la suite. Ah ouais. Donc là, on quitte Cannes pour Netflix avec une série qui est très 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 attendue. Très attendue au tournant. C'est la série Resident Evil. Série en live action, parce qu'il y avait déjà eu une série d'animation. Megan aurait dit Resident Evil. Tu sais que j'allais dire pareil, Resident avec la grande voix. C'est Evil, hein. C'est comme des villes. La série Resident Evil. Qui sort donc le 14 juillet sur Netflix. Donc, comme je disais, il y avait déjà eu une série d'animation sur Netflix. Et donc là, on est sur du live action. Et on est plutôt sur une sorte de préquel qui n'est pas vraiment rattaché à la franchise cinématographique, ni même voire trop aux jeux vidéo. Mais on considère un peu ça comme un préquel, et donc là on est plutôt sur la fondation de la mythologie un peu de Resident Evil et les coulisses de la société Umbrella qui est responsable de la création et de la propagation du virus. Est-ce que tu l'as vu en avance? Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de voir ça en avance, mais j'ai un collègue qui a vu et qui est un petit peu mitigé. Qui est un peu mitigé. Voilà. Est-ce que du coup, alors tu restes sur le même avis? J'ai quand même envie de jeter un œil, au moins au premier épisode, voir ce que ça donne. Quand même, j'ai quand même envie de jeter un œil. Ouais. Jeter un œil. Johan? J'adore la mythologie Resident Evil. Jusque-là, on a eu cet énorme tas de merde avec Mila Jovovich. On a eu un film. Non, mais c'est vrai. On a eu un film hyper fidèle, mais qui racontait rien. Qui avait rien dedans. Donc, est-ce que ça peut renouveler? Pourquoi pas? Par contre, juste Netflix, arrêtez de mettre des ados dans tous vos trucs. Parce que moi, c'est un peu ça qui me bloque. Là, j'ai l'impression de voir la bande-annonce de World Beyond, Walking Dead World Beyond, où c'était les zombies version ado. Pourquoi il faut des ados à chaque fois? Je sais que c'est le public principal de Netflix, mais ils ont annoncé 10 millions d'abonnés en France. 10 millions, doit faire un foyer sur 3. Il y a des adultes qui regardent Netflix aussi. Donc mettez des adultes aussi. Oui, puis les ados peuvent aussi se projeter sur des adultes. Exactement. Sur des gens qu'on n'est pas, en fait. Ça s'appelle l'imagination et l'empathie. James. Bah ouais, fan de Resident Evil aussi depuis toujours. J'attends, comme Johan, le bon film, enfin. Voilà, donc très curieux. Même si l'univers, tout ça, ça me parle pas forcément. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est fidèle. J'ai pas l'impression que c'est bien retranscrit par rapport à ce qu'on attend de Resident Evil. On va voir. On va regarder évidemment. Curiosité. Max. Moi j'ai joué à tous les jeux, j'ai vu tous les films, toutes les séries, donc oui forcément. Après je me demande si un jour on aura vraiment une bonne adaptation de Resident Evil, parce que la base de Resident Evil c'est vraiment les séries B et séries Z. Donc quand tu fais ça en film, bah oui, c'est cheap, c'est moche, c'est un peu fou. À la base, il y avait Romero qui pendant longtemps a porté un projet. Ils lui interdisent au dernier moment de faire le truc. Alors c'était Romero qui était la meilleure personne pour faire. Moi j'aime bien le côté un peu intimiste, l'horreur cachée, on ne sait pas trop, fond d'un manoir dans la forêt. Dès que ça devient un techno-thriller à la con avec du président des États-Unis, avec la techno derrière. Les premiers jeux étaient incroyables parce que en fait, tu étais dans un manoir, puis tu découvrais les salles secrètes, puis tu découvrais qu'il y avait d'autres trucs, un labo souterrain. Donc là, je vais regarder, c'est sûr, même dès le premier jour, mais on verra. Là, ça va en plus être le l'avant imaginé qui est déjà dans. J'ai vu une photo qui montre qu'il y aura je sais pas si vous savez du 4e jeu, les mecs avec les tronçonneuses avec la cagoule, avec le sac là. Ah ouais, avec le sac. Je me dis au moins ça. S'il y aura ce petit Thomas ça colle parce qu'ils font le remake du 4 en jeu vidéo. Donc regardez Zombies, j'ai presque plus hâte du jeu que de la série, mais je vais regarder la série après. Avec ça en plus. Toujours sur Netflix. Deux salles, deux ambiances, toujours sur Netflix pour le 15 juillet. C'est le film Persuasion avec Dakota Johnson. C'est une adaptation d'un roman de Jane Austen. Et donc là, on est vraiment sur un film romantique. Dakota Johnson qui incarne Anne Elliot et qui en fait va retrouver un amour perdu d'il y a 8 ans qu'elle avait conduit et qu'elle n'avait pas voulu épouser. Et donc là, elle a peut-être droit à une seconde chance dans la vie pour retrouver cet amour. Est-ce qu'il a une salle privée où il y a des jeux bizarres Pas du tout. Ah non, c'est pas. Non, c'est pas Christian Grey, non. Non. Est-ce que tu conseilles? Est-ce que tu l'attends? Je l'ai pas vu encore, mais bon, un petit film romantique comme ça, un dimanche soir, ça passe très bien. Un truc qui passe le dimanche soir. On aime bien Jane Austen, on aime bien Orgueil et Préjugés, on aime bien tout ça. De Johnson aussi. Et apparemment, c'est un mélange aussi un peu avec Fleabag. Apparemment, elle brise le 4e mur. Ah oui, quand on le regardait dans la bande. Ah ouais. Voilà, donc juste pour cette petite subtilité, tu m'as pourquoi rattrapé pas. avec ça. Elle vient parce que j'allais utiliser mon Joker, les journées ne font que 24 heures, mais là tu m'as rattrapé avec Fleabag. Ok, c'est bon. Je jetterai un œil. Donc, c'est une série, un film, excuse-moi? C'est un film, pardon. Un film. Je sais pas si c'est réussi, mais en tout cas, il y a cette petite pirouette qui peut être intéressante. Genius. Non, mais Dakota Johnson, on pense trop souvent à 59 degrés, alors que c'est une bonne actrice, autre que ce film. Donc je suis curieux. C'est pas le film que j'attends de fou, mais curieux. Max. Alors moi aussi, j'ai failli dire, je vais attendre de voir les retours dessus. Et puis il y a eu l'argument Fleabag qui me fait dire, peut-être que.
mais avec le risque d'être encore plus déçu si jamais ils font du Fleabag du pauvre. Ça s'appelle Persuasion. Ça ne vous a Il nous a pas bien persuadé. Voilà. Elle sait y faire. Sinon, comme c'est la dernière de l'année, Oui. est-ce que tu peux nous faire un peu en bref sur Oui. les sorties de l'été, s'il En te plaît? bref, oui, parce qu'il y a des grosses sorties. T'as- On reste. T'as une bonne vingtaine de minutes. Hein, Ok, oui, c'est non. vrai. Bref. Oh, j'ai du temps. Pas aujourd'hui. l'envers long. Bon, super. on est bien, J'ai on du est temps bien, pour on la est bien. dernière. C'est Ouais, bien c'est quand vrai. même. Hein. Le cinéma a commencé en Merci 1980. beaucoup. Il était une fois. Le cinéma Noir et blanc. Noir et blanc. Et Alors, les sur films Netflix, Donc sur Netflix, on commence le 22 juillet avec un gros film qui est très attendu, c'est un énorme blockbuster, ça s'appelle The Grey Man. C'est un film des frères Russo, donc nous ont servi Avengers, Infinity War, Endgame, Captain America, le Soldat de l'hiver et le Civil War. Et donc là, on a The Grey Man. Il retrouve Captain America, Chris Evans, qui va se castagner avec Ryan Gosling. Autour d'eux, il y a aussi Ana de Armas. On a aussi Reggae Jean Page, c'est comme ça que ça se prononce, on a vérifié. Le beau duc de Bridgerton, la série Bridgerton. Et donc là, on est sur une histoire d'espionnage. Très beau casting. Très beau casting. Très beau casting. J'ai vu le film. Très sympathique. Ok. Ah, donc en film le plus cher de l'histoire. Un des films les plus chers de l'histoire, ouais, il me de semble. Netflix, De Netflix, oui, en tout cas. Ah, pas de... Franchement, c'est ultra efficace. On s'ennuie pas. Il y a de l'action. Les scènes de combat sont très très bien chorégraphiées. Ça fonctionne. On est sur un effet qui, moi, je trouve très sympa pour les films d'action, c'est que on les voit souffrir, on les voit souffler, un peu comme dans le film Atomic Blonde. Voilà, ils se cassent la gueule, ils se combattent, etc. Mais c'est pas, je me relève, je suis tout de suite en position de la bonne fracasse. Je suis c'est de la toujours, bonne fracasse. c'est ça bien coiffé. Voilà, c'est ça. Là, on n'est pas dans ce cas de figure-là, donc c'est cool. Et en plus, Et c'est pas Ryan très long, Gosling c'est est ça vraiment très bon. Comment? Et en plus, c'est pas très long pour un film Netflix. Non, il C'est fait genre 2 heures tout pile. Bah voilà. C'est bien. 2 heures tout pile. Et du coup, c'est quoi? C'est plus de l'espionnage, plus de l'action C'est un peu des deux, parce qu'en fait, Ryan Gosling incarne un tueur à gages qui est à la solde de la CIA. Et en fait, c'est un des meilleurs. Donc, il s'appelle The Grey Man parce que son identité est cachée. Et en fait, c'est un des meilleurs du programme. Et le programme va se retourner contre lui. Et donc, ils vont engager Chris Evans pour le choper. Donc, en fait, c'est une énorme chasse à l'homme. Et donc, ça va les amener dans plein de pays du monde. Notamment au château de Chantilly en France, qu'ils font passer pour la Croatie. Ça mais ça passe, hein, ça passe. Ça passe crème. Ça passe Chantilly. crème. On l'avait pas faite. C'est mon dernier jeu de mots de l'année. Bravo. Attends, c'est pas fini. L'émission n'est pas finie. je vais me refaire là. L'émission n'est pas finie. Non, mais en tout cas, le film est efficace. C'est un conseil. Ouais, tu ça fonctionne bien. valides. Et Ryan Gosling est très très bien. Très très bien. Et ouais, non, c'est pas mal. Johan, entre deux desserts. Oui, non, ça a l'air super sympa. Et puis très content de revoir Ryan Gosling. Parce que j'ai Bah l'impression oui, que ça fait un moment ça qu'on fait l'a pas vu. longtemps. Super. Là, il revient bien. Hein. Barbie et ça. Ouais, et puis il a l'air d'avoir une super moustache, Chris Evans. Pour la moustache de Chris Evans. Et puis pour Ana de Armas. Aussi, évidemment. Est-ce que de votre côté du plateau, c'est pareil, vous êtes content? Oui, ça a l'air cool. Ouais, et puis je suis rassuré, parce que j'adore Ryan et puis le casting, et je suis rassuré de voir, je vois film Netflix. Megan m'a rassuré, mais je m'étais dit ça va ressembler encore au film de Crimson Square. Red Notice, oui, non. Ouais. Tu sais, tous les films que j'ai vus là. Franchement, non. À chaque fois, je me dis, putain, il y a un bon pitch, un bon casting, et au final, c'est une bouse. Bah, et là, surtout que ça devait être un film de James Gray et Brad Pitt à l'époque, donc c'est vrai que si jamais tu m'avais dit qu'il était raté, j'aurais été vraiment déçu. Donc Alors, non, je suis content. Transition parfaite, merci James beaucoup. Gray, bien sûr. Non, Brad Pitt et dans le cinéma d'action. Ouais, Brad Pitt qui revient dans Combien un... 17 là bah, c'est 18, il va pas la veille. Qui revient... Est-ce qu'on peut laisser parler Megan? S'il vous plaît. Merci. Donc le 3 août au cinéma, donc Bullet Train, avec notre bon Brad Pitt, qui incarne un assassin qui est assez malchanceux, mais qui va se retrouver pour l'une de ses missions à être embarqué dans un train. Et en fait, sa mission, ça va être de se dépatouiller de ce train, de sortir de ce train. Donc voilà. Une sorte de huis clos d'action? Je sais pas si on peut considérer ça comme un huis clos d'action. C'est un peu comme le dernier train pour Busan, finalement. Ouais. Un huis clos qui avance. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Et il y a Oui. avec différents wagons. qui avance. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez eu la chance de pouvoir le voir en avance ou pas? Je n'ai pas eu cette chance, mais j'ai très 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 envie de le voir. Très envie de ce côté-là. Moi aussi, Johan. très envie parce que au-delà du casting qui est assez dingue, derrière la caméra, c'est l'un des co-réalisateurs de John Wick, qui est un ancien cascadeur et quelqu'un qui sait faire de l'action. Et on l'avait vu aussi bien avec la saga de John Wick avec Tyler Rake. C'est peut-être pas forcément les films les plus intelligents du lot, mais en tout cas en termes d'action, c'est des mecs, comme ils ont souvent fait partie des secondes équipes et tout ça, c'est des gens qui savent tourner l'action et chaque fois c'est de l'action qui fait mal. Bah, c'est lui qui avait fait Atomic Blonde justement. Voilà, et donc du coup les scènes d'action ont l'air super bien, quoi. Donc, pareil, je me suis refait les 3 John Wick et tout, et puis toujours content de voir Brad Pitt, et voilà, je suis très 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 chaud pour ce film. Alors moi, si je l'avais vu, je pourrais pas vous le dire.
Donc bon. Oui. Considérez que tu je peux pas dire que tu l'as vu ou pas vous dis rien. Oh, très bien. Toujours au cinéma. Toujours au cinéma, là on est sur donc sur un film d'horreur qui s'appelle Nope. C'est le nouveau film de Jordan. C'est le nouveau film de Jordan Peele qui sort le 10 août au cinéma. 10 août au cinéma. 10 août au cinéma. Et donc là, je pense qu'il vaut mieux pas trop voir la bande-annonce parce que la dernière qui est sortie révèle beaucoup de choses, j'ai l'impression. Donc regardez pas la C'est l'affiche bande-annonce. avec les nuages là, enfin, celle qu'on a vue, c'est ça avec Oui, dans un ranch. dans un ranch. Donc là, voilà, on est dans une petite ville perdue du fin fond de la Californie. On suit cette petite communauté, cette petite ville, ces habitants-là. Et en fait, il va y avoir un phénomène assez étrange, surnaturel. Météorologique. Voilà, et on n'en dit pas plus. Ça va lancer le film. Cinéma d'horreur, Nope. Est-ce que Johan est convaincu enfin, très curieux déjà parce que derrière la caméra il y a un monsieur qui s'appelle Jordan Peele qui avait fait Get Out et Us et en fait qui utilise le cinéma de genre pour parler en sous-texte de la situation sociale aux États-Unis et souvent de racisme et tout ça. Et donc en fait voilà, et il l'avait fait aussi dans c'était la quatrième dimension qu'il avait repimpé. Donc ouais, non, c'est quelqu'un de très intéressant. Après en fait j'ai juste peur que le film trouve pas son public, mais peut-être que je me trompe parce que je trouve que le titre est pas, enfin ça veut dire quelque chose en anglais, mais en français t'as du mal à te rattacher à la traduction de Nope. C'est pour ça que la dernière bande-annonce c'est un peu plus parlant. Et la fiche est très mystérieuse. Donc est-ce qu'ils vont, et je pense qu'ils vont mettre partout par le réalisateur de Get Out, mais pour lui donner ses chances. Mais en tout cas, tu l'appelles, j'ai dit non merci. Mais ça a l'air vachement bien, quoi. Ça a l'air vachement bien. Est-ce qu'on est convaincu de ce côté-là? Est-ce qu'on a envie d'y aller? Ouais, je trouve qu'il a quand même quelque chose d'assez nouveau. Jordan Peele, quand même, malgré les thèmes qu'on a vu des fois et tout. Donc, ouais, je suis très chaud. Pareil, je n'ai vu aucune bande-annonce. Je sais pas de quoi ça parle, des nuages. Je sais pas, Nope. Donc, j'irai voir pas Nope. Voilà. Non, moi, j'ai super hâte aussi. Pareil, je rejoins Johan là-dessus. Sur à la fois le mec est doué en termes de mise en scène et en plus, il raconte vraiment quelque chose derrière le genre. Donc, c'est un grand oui. Ouais, j'espère quand même qu'il va revenir un peu à ce qu'il faisait de bien parce que j'avais beaucoup aimé Get Out, mais j'avais pas du tout aimé Us. En fait, j'avais moins aimé. Us, pour le coup, je trouve qu'il y a quelque chose qui est de l'erreur marketing, c'est de nous faire croire que ça va être un Home Invasion, alors qu'en fait, c'est que le premier tiers du film et qu'après on va vraiment ailleurs. Et je pense que beaucoup de déception est là parce que le vrai Home Invasion tel qu'il était décrit, la bande-annonce de Us est incroyable. Géniale la bande-annonce. Et du coup, la déception elle peut-être revient de là. Je suis d'accord avec toi. C'était un film qui était plus radical. C'est vrai que là où Get Out était quand même beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus limpide. Là, des fois, tu savais pas trop ce qu'il voulait dire. Un peu. Il espère en fait un peu. Ouais. D'accord. On revient aux attentes sur Nope, donc on verra bien. Ouais, on revient sur Netflix avec Day Shift, qui paraît un sacré casting. Snoop Dogg, Jamie Foxx, Dave Franco. Très éclectique. Donc c'est un film qui sort le 13 août et on est sur un film de chasseurs de vampires. Oh, des chasseurs de vampires. Qu'est-ce qu'on en pense, Mégane? Moi j'ai grave envie de le voir. C'est oui. Bah oui, chasseurs de vampires, oui. Dès qu'il y a des vampires, c'est oui. Bah oui, j'ai envie de dire oui. 100% oui. 100% oui. Bah ouais, chasseurs de vampires plus Snoop Dogg. Je me suis dit qu'il va y avoir une couche supplémentaire. On revient au cinéma. On revient au cinéma. Là, c'est une sortie qui est le 31. Celui-là, on en a entendu parler. Et ça, c'est un film dont on a beaucoup entendu parler depuis les États-Unis. Il sort enfin en salle en France. Et vraiment, je vous conseille d'aller le voir. C'est quand? 31 août. 31 août, pardon. Voilà. N'écoutez pas Johan. Adam va me taper. Non, mais non. Il y a Garfield dedans. Écoutez-moi, n'écoutez pas Johan sur ce film qui s'appelle Everything Everywhere All at Once, qui est un film génial qui nous plonge dans un multivers incroyable, bien écrit, bien conçu, fou en termes de mise en scène et d'effets visuels. On a Michelle Yeoh qui incarne une femme qui est à bout, complètement paumée dans sa famille, son boulot, sa vie de couple. Et en fait, elle va être plongée dans un multivers où elle va voir ce que sa vie aurait pu être si elle avait fait tel ou tel choix. Et c'est des multivers, c'est des univers qui sont complètement loufoques. On a des doigts en saucisse, une vie de star, enfin bref, il y a un peu de tout. Et en fait, elle va essayer de retrouver un petit peu un sens à sa vie, dans toutes ces vies un peu perdues, un peu disloquées. Et c'est trop bien. Et je pense que voir ça au cinéma, c'est pépite. Un très très grand oui de ton côté, si j'ai bien compris. Et Johan, plus mitigé. Bah moi, vous connaissez mon amour du multivers. Donc un verre, ça va, un multivers, bonjour les dégâts. Tu sais que moi j'ai un copain qui est parti bosser aux États-Unis et qui l'a vu dans l'avion. Il m'a dit, qui n'aime pas les multivers, et il m'a dit ce film m'a réconcilié avec le concept des multivers. Ah bah écoute, on verra alors. En tout cas, c'est dans l'avion. Voilà, faut que je le voie dans l'avion. En tout cas, c'est un énorme carton, c'est un des plus gros cartons de l'année, on va dire indépendant. C'est A24 qui est derrière. Bah oui. Voilà, Gage de qualité. Voilà, la
la boîte indépendante. Donc voilà, si ça peut réconcilier des gens comme moi avec le multivers, pourquoi pas. Pourquoi pas. Genius. Moi j'ai vu, on a vu la bande-annonce, j'ai adoré la bande-annonce. Je me suis dit mais c'est quoi ce truc? J'aime beaucoup Michel Yeoh, donc ça me donne envie. Voilà. Alors, je sais pas si je vais aimer, mais en tout cas comme ça j'ai bien envie d'y aller. T'as très envie. Et moi je l'ai vu en salle justement et sur le papier c'était totalement ma cam et j'ai vraiment surkiffé. Et par contre, quelle décision dans ta vie amène une réalité où les doigts sont des saucisses? C'est ça qui m'intrigue, parce que tu vois qu'une décision t'amène à être une star, ou prof, si tu vas ou vendeur de légumes, mais bosser non, chez parce que Erta, Megan l'a dit, il y a une réalité où les doigts sont des saucisses. On le voit dans la bande. Voilà, quelle décision dans ta vie amène au fait que tout le monde a des doigts saucisses? Il y en a qui Réponse au cinéma le 31 août. Joli piano. On passe maintenant sur les séries de l'été. Ouais, séries de l'été. Alors là, il y a un gros. Il y a du lourd. Il y a du lourd. Il y a du très très lourd. Il y a du très très lourd et il y en a pour tout le monde et il y en a sur toutes les plateformes. Voilà. Allez, on commence. Donc on commence avec Netflix. On a The Sandman qui sort le 5 août, donc ça arrive très très vite. Et c'est l'adaptation des romans graphiques de Neil Gaiman. Et donc là, on est sur une plongée un peu dans les rêves, les lieux qui sont affectés par Morpheus. Donc on est sur quelque chose de très cosmique. Voilà, moi, c'est pas des romans graphiques que j'ai lus, donc je connais très très mal l'univers, mais c'est quelque chose qui est très attendu par les fans en tout cas. Les fans de ces romans graphiques, c'est une énorme sortie pour Netflix. Je pense que c'est une sortie aussi énorme que pour The Witcher. Donc là, Netflix mise énormément sur cette série. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'attentes aussi. Ça sort The quand? Sandman. Le 5 août. Le 5 août. Je suis désolé, c'est pas que je t'écoute pas, c'est que je martèle pour que les gens impriment tout le monde, parce que je vois dans le chat, ça sort. T'as raison. Voilà. 5 août. Netflix, The Sandman, le 5 août. Johan. Alors moi, c'est comme Megan, je connais pas l'univers. Donc assez curieux de découvrir un nouvel univers. Et par contre, de ce que j'ai vu des images, pour l'instant, j'arrive pas à... Il y a un truc qui est un peu comme American Gods. C'est très. Il y a un truc qui me bloque, je sais pas quoi encore. C'est le même auteur d'ailleurs. C'est le même auteur. C'est très brumeux. Ouais, c'est un univers onirique et donc je vais me forcer à rentrer dedans, mais pour l'instant, j'arrive pas. Ok. Genius. Ça me tente pas assez pour me lancer. C'est une série, donc ça prend du temps et pour moi, évidemment, je regarde toujours. Il faut que ça soit exceptionnel pour que je regarde. Voilà. Max. Alors moi j'ai lu les BD justement et j'ai un peu de mal à voir comment tu peux adapter ça. Donc à la fois je l'attends beaucoup parce que les BD sont vachement bien, ça parle de mythologie, de rêves, de légendes, de plein de trucs, ça avance, c'est une revisite de plein de mythes. Et je suis assez curieux de voir comment ils vont transposer ça en une grande histoire. Donc j'ai très très hâte et j'ai un peu peur quand même. Un peu peur. Donc réponse le 5 août. Le 5 août. Sur Disney+, sur Disney+, nouvelle série Marvel, She-Hulk. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, dis donc. Putain, Mrs. Marvel s'arrête demain. Donc là, on part sur une nouvelle série Marvel. Donc ce sera pour le 17 août. Ça s'appelle She-Hulk, Attorney at Law. Une meuf qui essaie toujours de faire le truc. Son accent. Comment? Toujours l'accent. Toujours l'accent, ok. Incroyable. Donc She-Hulk, on suit une avocate, on le voit bien sur l'affiche, qui s'appelle Jennifer Walters et qui est la cousine de... Bruce Banner. Bruce Banner, voilà. Alors moi, ce que je trouve génial, alors j'ai pas assez lu de BD et de comics pour être allé jusqu'au personnage de She-Hulk. Mais Bruce Banner, c'est pas gêné, c'est pas... Enfin, je veux dire, il a chopé des rayons gamma. Oui. Pourquoi sa cousine, elle aurait les mêmes... transfusion de sang, en fait, je crois qu'elle est blessée dans un accident et en fait le seul donneur qui peut aider à la sauver c'est Bruce Banner. Sauf qu'en fait, ça va, avec le don du sang, en fait, elle se retrouve avec le même sang. Ok. Après, ça va peut-être changer ici. Ça va pour cette fois. En tout cas, le pitch de la série reprend cette idée, de qui va la sauver, qu'il est obligé de la transfuser, sinon elle crève. Donc voilà, je pense qu'ils vont suivre à peu près l'histoire des comics et donc on va suivre cette jeune femme qui est avocate. En fait, la série est sur un format un peu comédie, un peu sitcom. Ali McBeal peut-être un peu. Je pense un peu Ali McBeal. Je pense que c'est un peu je pense que ça va être un petit peu ce délire-là. Donc du coup, ça m'intéresse un peu plus. Parce que bon, c'est vrai que les premiers designs ne sont pas très alléchants. Mais c'est vrai que si on part dans un univers un peu à Ali McBeal, ça peut vraiment bien m'intéresser. Des épisodes de 30 minutes. Et puis si en plus on peut avoir un petit coucou de Daredevil dedans, ça peut être très sympa aussi. Et de Sarah Jessica... Non, pas du tout. Parker. Non, c'est pas Sarah Jessica Parker. Non, c'est Calista Flockhart. C'est Calista Flockhart, ce que je voulais dire. Il y a un multivers aussi là. Je voulais dire, mais si je rate mes blagues, vraiment c'est la dernière de l'année. She-Hulk, qu'est-ce qu'on a envie de le voir du côté de Megan? Curieuse du coup. Curieuse. Ouais, curieuse aussi pour comme elle est avocate et qu'elle va a priori s'occuper des dossiers des super-héros, ça peut amener plein de gens. De caméos, de gens qui viennent la voir. Un cas. Et c'est vrai que le format procédural, court, rigolo, peut amener un truc qu'il n'y a pas encore eu dans le MCU. Ouais. Genius, je te pose pas la question. J'ai bien le film avec Norton. Si je peux répondre comme ça, mais non. Ah oui, d'accord. Fort bien. Mais il était pas fou, mais bon. J'aime bien l'actrice, j'aime moins les rendus visuels, mais c'est vrai que je me raccroche à cet espoir qu'il y a un petit côté un peu déjanté à Lee McBeal, parce que
me dis, ce serait dommage qu'ils y aient pas pensé et qu'ils le fassent pas. Donc je vais regarder évidemment. Oui, du coup, l'actrice c'est Tatiana Maslany qui était dans Orphan Black, voilà. Qui joue très très bien. Hein. Elle a joué plusieurs rôles en un. Donc, Sur OCS, sur attention à OCS, l'accent. Game of Thrones, House of the Dragon. Hey Avec un peu l'accent british. Donc Maison qui du sort, Dragon. voilà, la Maison du Dragon, qui sort le 22 août sur OCS et qui sera diffusé en simultané avec les États-Unis pour ceux qui veulent, qui vont pas dormir. Donc là, c'est le premier spin-off tant attendu de Game of Thrones. Donc là, on revient sur les origines de la Maison Targaryen. C'est ça, c'est comment ils prennent le pouvoir. Comment ils prennent le pouvoir 300 ans avant les événements de la série mère, donc avant la série Game of Thrones. Et c'est basé sur le roman Fire and Blood de George R.R. Martin. En 2 tomes. Est-ce que tu as envie de le voir? Est-ce que tu l'attends? Évidemment, du côté de Megan. Johan. Très attendu, et ma curiosité tient plus dans le fait de est-ce que j'ai l'impression que c'est une autre époque Game of Thrones. Peut-être que parce que le Covid est passé par là. Enfin oui, c'est une autre époque dans la série. Oui, mais non, mais que je ne sais pas si le public n'est pas passé à autre chose. Et je suis curieux de savoir si la hype qu'on a eue sur les saisons 6, 7, 8 peut redevenir un truc mondial comme ça, parce que ça avait fait du bien aussi de se dire qu'il y avait un truc qui fédérait. Cette année, t'en parlais l'émission dernière, c'était Stranger Things qui a fédéré tout le monde. Et est-ce qu'ils vont arriver à faire ça? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est fini, quoi? Est-ce qu'on a envie de le voir? Toujours pas vu. Toujours pas vu le reste de Game of Thrones. Commence par le préquel. J'ai pas vu un épisode, mais je regarderai. Donc, ok. Oui, bien sûr. Max, c'est le oui ici aussi. Toujours sur Disney+, retour sur une galaxie très très lointaine. Oui, là on passe à l'univers Star Wars. On dit au revoir et adieu à Obi-Wan et on redit bonjour à Andor, Cassian Andor, donc qui était l'un des héros du film Rogue One. Et donc là, on est sur un autre préquel, qui est centré sur ce personnage, qui, c'est vrai, dans le film, n'était pas forcément très développé, peut-être pas forcément très attachant, mais là, ce qui va être très sympa, c'est que la trame de fond, c'est la rébellion, oui, qu'est-ce qu'il y a? Juste, je fais un petit mot pour les gardiens du temple sur le chat. Oui. C'est les origines de la maison Targaryen et ça déballe derrière. Ah. Non, mais c'est. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Non, t'as rien dit de mal. D'accord. C'est juste une simplification de résumé et sur lesquels les gens accrochent. Les gens me fatiguent. Voilà, je voulais juste te dire ça. Tu peux continuer. Bon. Ok. Je peux pas tout dire en. Non, vas-y. Donc on parlait de Andor. Non, c'est. Ok. Je peux pas tout spoiler non plus. Non, mais j'ai pas trop le temps en plus. Enfin bon, bref, désolé, c'est pas grave. Merci. Bref, donc oui, on était sur Andor, sur Disney+, et ça sortira le 31 août. 31 août. Ouais. Johan, qu'est-ce qu'on en pense? Je l'avais déjà dit ici, moi ce qui m'intéresse, parce que c'est vrai que le personnage n'était pas supra attachant jusque-là, c'est plus la toile de fond qui va être de montrer que quand on fait partie de l'Alliance Rebelle, il faut qu'on salisse les mains, et que les chevaliers blancs vont être des chevaliers gris qui vont devoir tuer des gens, faire des attentats, entre guillemets. Donc ça peut être hyper intéressant. Et en plus, on a appris il n'y a pas très longtemps que la narration va être un peu différente des autres séries Star Wars, c'est-à-dire il y a 12 épisodes dans la première saison, ils ont déjà signé une saison 2 avec 12 autres épisodes, et tous les 3 épisodes, on saute 1 an dans l'histoire de la galaxie. Et donc en fait, ça va faire une narration sur plusieurs années, chose qu'on n'avait pas eu jusque-là. Donc ça peut être hyper intéressant. Et c'est déjà renouvelé pour une saison 2, donc du coup on va vraiment avoir un large spectre de toute cette rébellion, donc ça va être très intéressant, je pense. Moi j'attends vraiment de voir vraiment la genèse de la rébellion, comment est-ce qu'elle a été constituée, et, même s'il y a eu déjà des pistes, mais voilà, je suis assez curieux de ça. Alors envie quand j'aurai rattrapé Obi-Wan, donc voilà, mais ouais, pas contre. Pas contre. Plutôt envie. Max. Curieux, et puis après j'ai peur que ce soit un Obi-Wan bis, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait 2 séries de suite qu'on se dit il y a plein de potentiel, il y a plein de possibilités, donc, mais le coup de la narration, c'est vrai que déjà tu te dis, bon, au moins il y aura une petite différence, donc à voir comment il le gère. Et dernière série. C'est pour toi. C'est pour moi, on en a parlé tout à l'heure, on va pas s'éterniser dessus. La série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Les Anneaux de Pouvoir, donc qui sort le 2 septembre, c'est bien ça, oui, sur Amazon Prime Video. C'est, je pense, l'énorme coup de poker d'Amazon Prime Video pour cette rentrée, fin d'été, rentrée scolaire. C'est l'une des séries les plus attendues, je pense. Là, donc, ils misent gros, ils ont mis beaucoup d'argent dessus, et les fans attendent ça avec grande impatience, dont toi. J'attends de voir si ça va être dans le cadre ou hors du cadre, tout simplement. Je te le souhaite, voilà. Et merci beaucoup, Johan. À fond. À fond, on en a parlé tout à l'heure. À fond pour voir ça. Est-ce que la date du 2 septembre est judicieuse? Je ne sais pas. Le lendemain de la rentrée scolaire. Est-ce que c'est pas plus une série de décembre? Je ne sais pas. Ce que je trouve ouf, en fait, c'est que HBO, du coup, s'est positionné quasiment en face avec House of the Dragon. Ouais. Parce que ça, le Seigneur des Anneaux, ça fait longtemps qu'on sait que ce sera pour septembre.
Et HBO qui a fait rien à foutre. Allez, Ouais. on met ça en face. On a des deux grosses séries de fantasy avec Et, il y des a gros et univers, Willow arrive quelques semaines après, c'est octobre-novembre sur Ouais, Disney+. bah oui, en Donc plus. ça sera vraiment de août à fin d'année, sera fantasy à fond pour les fans du genre. Merci beaucoup, Mais de rien. Mégane, pour toutes ces sorties de l'été. On va se faire très rapidement le trailer du Seigneur des Anneaux, justement. Et derrière le jingle et notre coup de projo. Retour plateau avec une nouvelle invitée, Marie Clary, responsable CGR Event. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de la LFL et des cinémas CGR, puisque la LFL s'invite dans les cinémas CGR. Oui, la LFL, League of Legends, j'espère que vous avez révisé. Oui. Alors tout le monde, évidemment, dans le milieu jeux vidéo, à peu près e-sport connaît League of Legends, mais pas forcément les viewers d'Allociné. Je sais qu'autour, vous connaissez Arcane, c'est un petit début. On va rappeler rapidement, avant de te poser des petites questions, Marie, qu'est-ce que la LFL? C'est tout simplement la Ligue française de League of Legends, voilà, la Ligue officielle française sur le jeu League of Legends. Ça a été lancé en 2019, donc voilà, c'est bien League of 2019, donc c'est la 4e édition aujourd'hui. On rappelle que les 4 meilleures équipes jouent l'European Masters, qui est le tournoi européen par Riot. C'est un tournoi du coup avec toutes les meilleures équipes de France, championne des équipes de France qui régale avec un niveau exceptionnel. Et surtout, on a vu naître l'histoire incroyable de K-Corp évidemment, dont je suis fan évidemment, parce qu'à la base, moi je suis pas forcément fan de League of Legends, j'ai appris sur le tas. Et c'est ça qui est beau avec la LFL, c'est au-delà du jeu. Même si c'est pas un jeu très facile à suivre, on adore parce qu'il y a du spectacle, il y a du derby, il y a des rendez-vous, il y a des histoires incroyables. Moi j'étais à l'Arena avec le KCX2, avec des fans et une histoire de fou avec la K-Corp de Kameto. Donc voilà, franchement n'hésitez pas à suivre, ça va être fou. Et du coup, à l'occasion de l'événement qui est le 21 juillet, le Brixtel Day, si je prononce bien évidemment, en direct de Boulogne-Billancourt, la Ligue s'associe du coup à CGR Events. Et moi j'ai une première question pour toi Marie, comment a commencé tout ce projet magnifique? Alors, merci déjà de me recevoir pour en parler. Alors nous, chez CGR Events, en fait, on est spécialisé dans les contenus alternatifs au cinéma. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est concert au cinéma, conférences au cinéma. On distribue aussi beaucoup d'animés au cinéma. Donc, depuis quelques années, on s'était positionné en fait sur le gaming. On avait fait quelques retransmissions dans certains cinémas. Et puis là, quand les équipes de la LFL nous ont contactés pour retransmettre le championnat cette année, évidemment, on était partant parce que voilà, Twitch a contribué à faire exploser le gaming. Aujourd'hui, c'est une super opportunité pour nous de proposer une nouvelle offre à tous nos spectateurs. Donc évidemment, on était partant pour retransmettre ce beau championnat. Est-ce que c'était vous qui avez retransmis le championnat, alors c'est peut-être pas vous, mais de Counter-Strike? Moi j'avais assisté notamment à Counter-Strike dans une salle, je trouve que l'ambiance était extraordinaire. C'était pas c'était CGR? Non, nous on avait déjà fait Vous avez déjà fait, ouais, c'est ça? Oui, absolument. On avait de League of Legends dans les salles. Alors peut-être pas. Ouais. Peut-être que c'est un autre distributeur, mais en tout cas, on est un peu dans le même principe. Et l'idée, voilà, c'est de faire vivre des événements autres que seulement les films dans les salles de cinéma. Quand on voit l'engouement, du coup, comme je dis pour League of Legends, ça se prête évidemment parfaitement. Question aussi, dans combien de salles on pourra avoir assisté du coup à la LFL? Alors, on a 33 salles qui retransmettent la LFL, donc partout en France, vers Lille, Paris, Marseille, Nantes, Grenoble, Rouen, enfin voilà. Vous pouvez retrouver la carte de France avec tous les cinémas participants sur le site cgrevents.com. C'est magnifique, c'est magnifique. Comme ça, vous pourrez trouver le cinéma le plus proche de chez vous qui participe. On peut réserver dès maintenant? Oui, enfin ça, oui. Vous allez sur le site de votre cinéma et vous pouvez acheter votre place, bien sûr. Et autre le spectacle, évidemment, les matchs. On rappelle en plus, ce soir-là, il y aura notamment la rencontre K-Corp contre Vitality, qui est un petit peu le derby. Le derby incroyable, j'allais dire Paris-Marseille, mais peut-être un petit peu. C'est un petit peu à ça. À chaque fois qu'il y a ce match-là, il se passe des trucs incroyables. Autre les matchs, il y aura des surprises, des petits événements sur place? Oui, absolument. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire un événement festif, interactif. Donc, il y aura des petits goodies qu'on distribuera à tous les spectateurs. Il y aura aussi des petits jeux organisés entre les matchs, donc des jeux exclusifs pour les spectateurs en salle. Donc, vraiment, l'idée, là, c'est de rappeler qu'au cinéma, on partage des émotions avec des amis, la famille, que c'est un endroit important et qu'il faut y aller. Donc, ce soit évidemment pour voir la LFL au cinéma, mais pour aller voir des films. Voilà. La salle de cinéma reste un beau lieu de vie. Est-ce que, du coup, en faisant cet événement, vous visez un nouveau public, vous tentez de rapprocher, d'amener un nouveau public déjà à l'e-sport et surtout un nouveau public de League of Legends? Je ne sais pas, par exemple, autour de la table, est-ce que quand vous voyez un événement qui se passe comme ça dans la salle de cinéma, ça vous donne envie de participer un petit peu à l'engouement, à l'ambiance, ou vous dites, bon, ça reste de l'e-sport, du jeu vidéo, et du coup, je m'y mélange pas?
Moi, je serai en compétition, donc je peux pas, je peux pas répondre. Excuse-nous. Mais t'es un K-Corp, c'est normal. Non, mais en l'occurrence, c'est vrai que les places sur le lieu même sont comptées, et quand on n'a pas la possibilité peut-être de faire le déplacement ou d'avoir un ticket, etc., c'est vrai que le revoir, mais dans les conditions qui sont le plus proches de celles qui seraient en direct, avec plusieurs personnes, et d'avoir le fait d'avoir une foule qui vibre en même temps, c'est toujours quelque chose d'assez prenant, et c'est vrai que ça s'inscrit dans cette optique et cette dynamique. Totalement, nous on cherche évidemment à attirer un public jeune pour recréer l'habitude du cinéma, comme on dit, parce que voilà, on pense. Non, les jeunes ne sont pas que devant leur plateforme à regarder des films, c'est pas vrai. On voit que le succès des animés récemment ou des grandes licences en fait, les personnes qui sont en salle sont des jeunes, donc là, le cinéma a de l'avenir devant lui, et c'est en faisant ce type d'événements qu'on veut aussi les inciter à retourner en salle et à recréer l'habitude du cinéma. Et c'est super parce que c'est un spectacle et généralement les joueurs, les fans n'ont pas de salle. Je sais qu'à l'e-Spot à Paris, c'est une salle un petit peu bar, tout ça, ils se rejoignent dedans, mais il n'y a pas vraiment de salle, et du coup, le fait de proposer ça dans une salle de cinéma, si on n'a pas la chance d'aller par exemple à l'Arena comme il y a eu le KCX2, on peut se retrouver dans une salle de cinéma avec la même ambiance, et ça c'est top. Quand on connaît les fans de K-Corp, franchement, on se dit que l'ambiance sera là. Est-ce que après cette soirée, il y aura, peut-être que tu veux dévoiler, pas dévoiler, d'autres événements sur d'autres jeux, d'autres salles? Vous avez déjà commencé à réfléchir à des petites choses? Alors, évidemment, ça dépendra aussi un peu du succès de celui-ci. Donc, venez très nombreux, on vous attend. Mais oui, bien sûr, on sera amené à diffuser d'autres grands championnats, d'autres jeux, bien sûr. C'est des choses, de toute façon, qui nous intéressent, et on regarde tout ça de près. Je rappelle, le show est disponible Pass Culture. Oui, tout à fait. Absolument. Vous pouvez acheter une place avec votre Pass Culture sans problème pour cet événement. C'est top, on rappelle, donc ce sera à 17h30. On pourra aussi, évidemment, il y aura 5 matchs dans la soirée. Donc tu l'as dit, 30 cinémas à travers la France. On peut réserver dès maintenant toutes les équipes. Le Classico, le showmatch, évidemment, K-Corp contre Vitality. Il y aura, on peut le dire, des petits quiz exclusifs dans les cinémas. Ça, c'est intéressant, ça. Des petits quiz avec des cadeaux exclusifs à gagner. Oula, ça, je savais pas. Et bien, il sera là pour participer au quiz. J'animerai. D'accord, des petits quiz, des petits cadeaux. Donc, vous proposerez plein de choses hors match à ceux qui font des déplacements. Tout à fait. Bon, ça, c'est super. On rappelle, ça, c'est intéressant, des skins, Extech, des coffres gagnés dans chacun des cinémas. Ça aussi, c'est bien. Parce que ça, c'est précieux. On a beau dire quand on est fan de voilà. Donc, un bon moyen, on l'a dit, pour vivre tout ce show. Venez, déplacez-vous. Moi, je vous dis, j'ai eu la chance d'être sur scène à la Corena devant 12 000 personnes. J'ai vu de mes propres yeux les fans de K-Corp. Franchement, j'ai assisté à pas mal d'événements sportifs dans ma vie. Honnêtement, je dis pas ça parce que j'ai été invité, c'est juste une folie. Non, mais je dis, je pourrais être invité à être corpo. Franchement, les fans de League of Legends, de K-Corp, même Vitality, c'est juste une folie. Donc, venez, déplacez-vous, et c'est un bon moyen de vivre toute l'expérience e-sportive et League of Legends ensemble dans une belle salle de cinéma. Bon, voilà. Merci. Merci à vous. C'est une question. Vous êtes là sur cette date, donc du 21 juillet. Est-ce que juste vous avez une expérience quand même déjà vraiment affirmée sur ce genre d'event? Alors pas sur League of Legends, mais qu'est-ce que vous diffusez comme ça, comme événement? Comme autre événement. Alors là, en ce moment, notre actu, on va être sur Japan Expo là dans quelques jours. On va mettre en avant nos prochains événements. Donc, on va mettre en avant la LFL fait son cinéma, bien sûr, mais bientôt, on organise un événement avec notre partenaire Crunchyroll autour de Kurikos Basket qui fête ses 10 ans. Donc ça, ce sera le 22 et 23 juillet en salle. Venez parce qu'on va notamment diffuser Last Game qui n'a jamais été montré au cinéma, donc je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. On a aussi un documentaire qu'on va diffuser le 26 et 27 juillet qui s'appelle Cosplay Universe, toujours un peu dans l'univers de la pop culture. On aime beaucoup chez CGR Events. Donc pareil, très intéressant, qui relate l'émergence de cette nouvelle forme d'art. Et puis aussi sur Japan Expo, on mettra en avant la salle premium du groupe CGR Cinéma qui est la salle Ice. Donc c'est une salle premium qui permet aux spectateurs d'avoir une expérience immersive, exclusive. Et donc sur le stand, il y aura un petit siège, un petit casque VR pour se rendre compte du confort de la salle. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. C'est stand E127. Si ma mémoire est bonne. C'est avec les écrans un peu sur le côté. Tout à fait, il y a des panneaux latéraux sur le côté et du coup vous avez
un meilleur son, meilleur confort, meilleure visibilité du film. Et c'est des conditions assez exceptionnelles pour avoir un film. Je sais pas, Toi qui as vu l'abandon de Top Gun. Oui, j'ai vu la Top Gun en Ice, c'était extraordinaire, vraiment, pour l'avoir vu. Je suis aussi corpo, mais c'était quand même très très bien. Parce que moi j'y suis samedi, donc tu seras tous les jours à Japan Tout à fait, donc avec plaisir. Eh ben, je passerai avec grand plaisir. Ouais, bien sûr. J'ai une petite question très rapide. Est-ce que CGR est assez précurseur dans le fait justement d'aller vers les autres champs de la pop culture et d'ouvrir la salle de cinéma? Et on a l'impression qu'avant, la salle de cinéma égale film, et qu'on est en train de vivre une mutation, que la salle de cinéma est un endroit qui peut accueillir des films, rassemblement, mais aussi autre chose. Et est-ce que vous êtes précurseur là-dedans? Est-ce que vous vous êtes heurté un peu à des barrières? Est-ce que vous avez l'impression que le champ des possibles s'ouvre? Alors je pense que le champ des possibles s'ouvre, mais ça fait quelques années que CGR existe. Avant, ça s'appelait Côté Diffusion. Donc le groupe a toujours eu la volonté de se développer, de proposer une offre complémentaire aux spectateurs. Vraiment, l'idée, c'est d'aller, par exemple, les spectateurs ont fait aussi de l'opéra-ballet, mais c'est d'aller chercher ces gens qui vont voir l'opéra-ballet, les amener au ciné, de dire, voilà ce que c'est aussi l'expérience cinéma, et donc de les ramener en salle par ce biais-là. Donc c'était un peu l'idée à la création de CGR Events. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, en plus, le champ des possibles est ouvert dans l'univers de la pop culture. On voit que c'est là où les jeunes sont, donc... j'ai la chance d'être dans un groupe où on peut faire beaucoup de choses et effectivement, j'espère qu'on va pouvoir proposer des événements de plus en plus originaux à nos spectateurs. Et, voilà. Mais ça reste évidemment complémentaire de l'offre traditionnelle de films, qui, bien sûr, est la base de nos cinémas. Les LFL Prixtel Day avec CGR Event. Merci beaucoup Marie-Claire d'avoir été avec nous. Voilà. Je rappelle qu'il y a une commande sur le chat si vous souhaitez acheter vos places. L'event a lieu le 21 juillet. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis pour cette émission et toute cette saison. On se retrouve sans doute à la rentrée. Et je souhaite bien sûr un coucou à toute l'équipe en régie. Ciao, ciao.